aussi bien auprès des municipalités que d'autres types de porteurs de projets. Et là-dedans, j'inclus les organismes, les promoteurs, les développeurs, mais aussi beaucoup avec le support des universités. Vous verrez, là, c'est un peu ce qui va teinter notre présentation aujourd'hui, donc cet aspect multi-partenarial. Donc, c'est vraiment ce qui fait un peu l'originalité de nos projets. C'est ça, on porte beaucoup de projets, comme je disais, autour de la gestion durable des eaux pluviales, mais principalement sur les thématiques de réhabilitation, de réaménagement de sites, aussi bien les places publiques, les rues, les quartiers, dans des secteurs de toute envergure, mais beaucoup sur, je dirais, sur des petits espaces. Hein. Ça part beaucoup de petits espaces. On en parlera dans la présentation, mais les stationnements peuvent être une belle occasion de parler de gestion durable des eaux pluviales, la réfection des rues, la mise en place ou la réfection de quartiers. Et puis souvent, pour nous, c'est le point de départ là, pour toute une démarche éco-responsable de mise en valeur de différents bénéfices écosystémiques. Et puis, on participe activement auprès d'organismes comme C'est ça, Réseau Environnement, à faire évoluer les pratiques autour de la mise en place des pratiques de gestion durable des eaux pluviales, donc aussi bien la réglementation que les pratiques en tant que telles auprès des concepteurs, etc. Donc, c'est un peu le portrait rapide là, de ce qu'on fait chez les ateliers Hublot. Merci Pascal. Je ne sais pas si du côté de Candice. Eh bien, malheureusement, non. On attend toujours. Je n'ai rien toujours reçu. On va aller voir. Excusons. Je ne sais pas si Ludivine, elle l'envoie de mon côté aussi, mais dans tous les cas, on est en train d'observer ça. Je ne sais pas si tu te rappelles de ton introduction, peut-être qu'on pourrait se lancer dans l'introduction ou la Oui, présentation. bien entendu. Bien entendu, on va y aller sans filet, les joies de l'informatique. Alors, on s'excuse à nouveau. Donc, c'est ça, je voulais faire une brève introduction sur pourquoi on s'intéresse à la gestion durable des eaux pluviales. En fait, la question, on se la pose tous en fonction de nos postes. Ici, il y a une diversité aujourd'hui de personnes autour de la table avec des rôles et des obligations différentes. Mais pourquoi on s'intéresse à la gestion durable des eaux pluviales ? Et là, je vais donner quelques éléments de réponse. Pourquoi on s'y intéresse? Je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Il y a une sorte d'objectif global qui est de préserver nos milieux de vie, de préserver nos ressources naturelles. Alors ça, je pense que c'est l'objectif général pour tous ceux qui sont ici autour de la table. Comment on fait pour faire en sorte que nos concitoyens évoluent dans des milieux de vie agréables et avec des ressources qui soient adéquates. Donc, la gestion des eaux pluviales, ça parle de ça finalement. Et puis là, on est face à des enjeux actuellement qui viennent influencer tout ça, qui viennent influencer à la fois comment on préserve nos ressources, comment on préserve nos milieux de vie. Et là, ces enjeux-là, on peut parler d'une part des changements climatiques et d'autre part de l'intensification de nos vies en milieu urbain. Je pense qu'il faut distinguer ces problématiques. Ces deux problématiques-là influencent la gestion des eaux de pluie, et sans parler de gestion durable, mais de la gestion des eaux de pluie de manière générale. Je dirais qu'il faut les distinguer parce que la cause, le problème n'est pas le même et puis on ne va pas l'aborder de la même manière après dans les pistes de solutions qu'on va vous proposer. Premièrement, si on parle des changements climatiques, c'est vrai que ça a un gros impact sur la manière dont on va gérer les eaux pluviales. Effectivement, on le ressent là au quotidien, surtout pour ceux qui ont des postes au niveau de prise de décision, qui observent le territoire. On a des pluies de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes. On a des cycles de gel et dégel là, qui sont de plus en plus aussi instables. Nos périodes hivernales sont aussi de plus en plus instables. On parle aussi de cycles de température
qui varient. Alors, effectivement, on ressent l'augmentation des températures, etc. Et tout ça va influencer nos cycles hydriques, mais aussi la manière dont on va devoir se prémunir et gérer les eaux de pluie. Et là, je fais bien entendu là, quelques raccourcis, mais c'est effectivement une des problématiques qu'on doit gérer pour répondre à l'objectif premier que je mentionnais tout à l'heure. L'autre problématique qu'on observe, ou en tout cas enjeu qu'on observe, c'est l'intensification de l'occupation de nos territoires en milieu urbain. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on devient de plus en plus nombreux dans nos villes, même dans les petites municipalités. Hein. C'est sûr qu'on l'observe à Montréal, mais on l'observe à Québec, on l'observe dans les grandes villes, les grandes métropoles, mais on l'observe aussi dans les plus petites municipalités et c'est non négligeable. Donc là, ce qui se passe, c'est une sollicitation plus importante de nos infrastructures existantes, sans forcément avoir d'outils pour revenir sur ces installations-là. On observe aussi des arrimages nécessaires entre la planification de nos territoires et la planification de nos infrastructures. Donc tout ça, ça devient un véritable enjeu. Comment on pallie à la pression ou en tout cas à la sollicitation de nos infrastructures en place? Comment on pallie à peut-être ces nouvelles habitudes à prendre de raccorder, de raccrocher la planification de notre territoire avec la planification de nos infrastructures. Donc, une fois qu'on est conscient de ces objectifs, comment on garde nos ressources naturelles et nos milieux de vie sains, etc., et comment on fait face à ces problématiques-là, il faut se mettre dans le contexte aussi qu'actuellement, on a tout un cadre réglementaire là, qui vient entourer ça et puis qui vient aussi stabiliser ou en tout cas nous guider comme concepteurs ou preneurs de décision dans nos démarches. Là, on parle d'un cadre réglementaire qui est en pleine évolution, en pleine structuration. Hein. Je pourrais le remontrer tout à l'heure quand on aura accès aux diapositives, mais tous les paliers gouvernementaux actuellement sont intéressés par la question de l'eau ou légifèrent d'une manière ou d'une autre. Aussi bien fédéral, provincial, les MRC, les municipalités, chacun apporte sa pierre à l'édifice en termes de réglementation et d'encadrement de ce qui est appelé la gestion des eaux pluviales. Et je dirais que tout ça aussi est en pleine structuration. Hein. On a beaucoup de discussions actuellement pan-québécoises sur des agences canadiennes de l'eau, sur des regroupements hein, comme porte aussi le ROBVQ ou Réseau Environnement. Donc, les éléments se structurent au niveau réglementaire, etc. Donc, je dirais que ça vient nous aider à apporter des réponses aux enjeux et aux objectifs que je mentionnais tout à l'heure. C'est sûr que ce qui se passe, c'est qu'on a eu un mode de fonctionnement, je dirais, depuis les 30, les 50, les 70 dernières années, avec des infrastructures qu'on pourrait nommer conventionnelles ou grises. Donc, une pratique qu'on peut appeler aussi du tout à l'égout. Alors, l'eau ruisselle sur les surfaces imperméables, les toitures, les rues, les routes, les stationnements. L'eau va ruisseler sur ces surfaces-là et se retrouver le plus rapidement possible. L'objectif, c'est que cette eau-là se retrouve le plus rapidement possible dans nos réseaux d'égouts et dans certaines configurations à la station d'épuration, dans d'autres configurations directement dans nos milieux naturels. Là, c'est certain que je ne connais pas exactement le niveau de connaissance de tous les participants ici aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on peut faire un bref rappel. On a des configurations de réseaux combinés, hein, où l'eau pluviale va se retrouver avec les eaux usées dans une même conduite et puis arriver à la station d'épuration pour être traitée, ou bien des configurations municipales avec des réseaux séparatifs, où là, les eaux usées et les eaux pluviales vont se retrouver dans des conduites séparées, et là, les eaux pluviales, dans ce cas de figure, se retrouvent au milieu naturel sans traitement préalable. C'est sûr que tout à l'heure, quand on aura accès à la présentation, je pourrais vous montrer aussi quelques chiffres sur les questions de surverse et de débordement, parce que si je complète mes propos sur ce qui a trait à nos objectifs et à la réglementation qui encadre le tout, le ministère de l'Environnement, notamment, met en place une réglementation qui vise à limiter dans un premier temps et puis à éradiquer les surverses dans nos milieux naturels. Donc, ça fait partie des objectifs
auxquels on vise à répondre par la gestion durable des eaux pluviales. C'est cette limitation et voire cette éradication des surverses dans nos milieux naturels. Donc, il faut voir que les chiffres sont assez éloquents. Je pourrais vous en parler tout à l'heure, mais il y a notamment une carte qui a été produite par la Fondation Rivière dernièrement et diffusée sur les réseaux et puis Internet. Donc, une carte qui montre la fréquence et la localisation des débordements à travers le Québec. C'est un outil quand même assez précieux, je trouve, pour les preneurs de décision, de pouvoir localiser où se trouvent ces événements-là, la fréquence, et aussi mieux comprendre les impacts que ça a sur nos milieux naturels dont on parlait tout à l'heure, hein, parce que ça a des impacts à la fois économiques, mais aussi sociaux et environnementaux, surtout dans un contexte où on parle, comment dire, de donner accès de manière récréo-touristique à nos cours d'eau, à nos lieux de baignade, etc., pour du loisir et du tourisme. Alors, c'est sûr que dans les objectifs que je mentionnais tout à l'heure, on peut ajouter, d'arrimer nos ambitions récréo-touristiques avec l'amélioration de la qualité de l'eau dans nos milieux naturels. Et là, vous comprendrez le lien avec la diminution des surverses et des débordements. Donc, si je reviens à mon idée de municipalité avec soit des réseaux combinés ou bien des réseaux séparatifs, c'est sûr que vous comprendrez qu'on a des réseaux qui sont soit fortement sollicités, des infrastructures fortement sollicitées. On parlait de surverse à l'instant, mais dans le cas des réseaux combinés, là je prendrai l'exemple de Montréal qu'on connaît bien. C'est sûr qu'arriver à la station d'épuration quand il pleut beaucoup, que le système devient très chargé, et ben là, il faut prendre des décisions de déclencher des surverses qui vont s'en aller directement au milieu naturel. Quand il pleut beaucoup dans un réseau séparatif, c'est sûr qu'on se retrouve aussi avec d'autres problématiques, de l'érosion des cours d'eau, érosion des berges, lessivage des sols, etc. Arrivée des polluants aussi, donc lessivage des chaussées, etc. Avec arrivée des polluants, des sédiments dans les cours d'eau et ultimement dans les milieux récepteurs comme le fleuve Saint-Laurent. Donc là, on se retrouve avec ces problématiques-là et c'est sûr que là, ces problématiques sont reliées, vous me direz, à cette méthode d'infrastructure grise. Cependant, on a tellement de gros volumes à gérer que je ne suis pas en train de mettre une croix sur les infrastructures grises, le tout à l'égout et nos conduites souterraines, etc. Je pense que ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est une juste combinaison d'objectifs de préservation de ces milieux et de ces milieux de vie et de ces milieux naturels par une juste combinaison entre les infrastructures grises et des infrastructures vertes. Donc ça, c'est vraiment mon objectif aujourd'hui, vous présenter comment on peut y parvenir, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à y parvenir, comment ça se fait qu'au Québec actuellement, malgré toutes les problématiques que je viens de vous mentionner, on a encore du mal à entendre parler de pratiques de gestion durable des eaux pluviales. On compte encore les projets sur les doigts de, maintenant quelques mains, j'allais dire les doigts de la main, mais les projets commencent à se multiplier tout de même. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas encore à les systématiser? Donc, on va en parler aujourd'hui. On va aussi passer à travers différents exemples des cas pratiques. Je pense que ça va toujours mieux en illustrant nos propos avec des cas pratiques, donc différents exemples à travers le Québec qui vont vous permettre à la fois d'apporter des réponses comme preneurs de décision, comme concepteurs. Donc là, je vais vous présenter différentes pratiques, leurs bénéfices et aussi différentes méthodes pour aller plus loin. Donc, on va parler aujourd'hui beaucoup de processus, oui, basés sur des cas concrets, mais je veux vous parler aujourd'hui de processus pour améliorer votre réglementation, améliorer vos processus de communication, de démarche avec les différentes parties prenantes. En fait, je pense qu'aujourd'hui, la gestion durable des eaux pluviales a quand même bien avancé depuis une dizaine d'années au Québec. L'histoire commence à se construire. Et puis maintenant, il faut voir quelles sont les marges qui nous restent à gravir pour justement nous aider à systématiser ces approches et les intégrer dans les projets, qu'ils soient municipaux ou privés. Donc, je ne sais pas si Candice a reçu finalement la présentation. Je peux continuer un petit bout comme ça quand même. Oui, est en attente. Ça s'en vient, là. Je pense que le mode de transfert a changé pour être sûr là, que ça se rende. Très bien. Mais là, j'écoutais ta présentation, super intéressant. Tu parles d'infrastructure grise, mais
Si je ne me trompe pas, il y a aussi l'idée d'une petite municipalité qui serait riveraine, qui vit des épisodes ou qui vit de façon de plus en plus récurrente des épisodes de ruissellement, puis qui va voir la qualité de son eau changer. Là. Souvent, quand on sort des systèmes, là, c'est des puits privés, des systèmes plus petits, mais on ne s'en sort pas. Là. Le ruissellement peut avoir des effets directement aussi, autant dans les petits que dans les grands systèmes. Exactement, autant dans les petits que dans les grands systèmes. Et souvent, les plus petites municipalités sont vraiment reliées à des systèmes que je présentais tout à l'heure comme étant séparatifs. Et puis là, on se retrouve avec quand même des impacts dus au lessivage des sols, à l'érosion des berges, des cours d'eau, hein, parce que souvent, l'eau de ruissellement va se retrouver dans des petits cours d'eau, des fossés, différents fossés là, positionnés à travers la municipalité. Et puis, il faut voir aussi qu'on n'oublie pas les milieux agricoles. Hein, tout ça est aussi drainé avec tous les engrais, les pesticides, etc., qui peuvent être amenés dans nos milieux naturels. Donc, les sources, en fait, je dirais que les sources de contamination ou de contaminants dans les milieux naturels sont multiples, dues au drainage là, sur soit les terres agricoles, soit les surfaces imperméables, etc. Puis, il faut voir que tout ça est provoqué par une vitesse aussi qui est intensifiée là, de ruissellement de l'eau due à l'imperméabilisation là, de nos surfaces par rapport à une situation où on serait dans une situation plus naturelle où là, la végétation va aider à retenir les eaux pluviales. Peut-être que Sébastien, je vais enchaîner avec un bref historique de la gestion durable des eaux pluviales, sans illustration, mais ce n'est pas grave, on pourra revenir sur les illustrations par la suite. Mais si tu me permets, de toute façon, on va partager ta présentation par la suite. Fait que si tu couvres du contenu qui est déjà dans la présentation, on passera vite dessus après, mais les gens pourront reconsulter. D'ailleurs, c'est enregistré pour ceux qui n'étaient pas là, mais si vous voulez réécouter après, fait qu'il y aura et le support de la présentation et la discussion. Fait que, si tu y vas de mémoire, on pourra réviser vite après, mais c'est parfait. Là. Bon, mais tout ce qui a été dit là, de toute façon, suit la table des matières de la présentation sans problème. Alors, je vais enchaîner avec l'historique de la gestion durable des eaux pluviales au Québec. Je pense que c'est important de le comprendre. Actuellement, il n'y a pas d'outils, je dirais, dans la littérature grise ou la littérature de manière générale qui nous permet encore de retracer cette historique au Québec. Pourtant, il est intéressant de le comprendre parce que pour une municipalité ou un porteur de projet qui souhaiterait pour la première fois intégrer ces pratiques-là dans ses projets, faut être assuré qu'on ne part pas de zéro en 2020. Ces pratiques-là, elles ont commencé à voir le jour à peu près aux alentours des années 2008-2010, autour de différents projets. Et les différents projets qui ont été mis en place à travers le Québec, je pourrais vous en donner quelques échantillons, là, quelques idées. Ont fait pour beaucoup l'objet de suivis expérimentaux avec le support d'universités diversifiées. Donc, si je fais cette rétrospective depuis 2008 jusqu'à nos jours, ce qui s'est passé au Québec, c'est que déjà, ces pratiques-là avaient vu le jour ailleurs, hein, aux États-Unis, en Australie, en Europe. Beaucoup de projets avaient vu le jour déjà depuis quasiment une dizaine d'années ailleurs. Et puis arrivé quand même, je dirais, au Québec un peu tardivement, mais je pense que parce que l'inspiration vient des États-Unis, vient ailleurs au Canada aussi, on ramener cette littérature et toutes ces connaissances dans un milieu plus francophone a pris un peu de temps. Donc il a fallu faire la démonstration qu'au Québec aussi, dans nos cas plus particuliers, ça fonctionnait. Donc en 2008, c'est surtout des projets de stationnement qui ont vu le jour. Des stationnements dans des nouvelles réalisations ou bien dans des réfections de stationnement avec, je dirais, une implication du secteur privé. Donc souvent dans le milieu commercial, petit milieu commercial, avec une ambition de tester la gestion durable des eaux pluviales, de voir ce que ça pourrait donner. Et ce qui a été observé à ce moment-là, autour des années 2008-2010, c'est beaucoup la question quantitative. Donc, à travers la gestion durable des eaux pluviales et la biorétention notamment, dont je pourrais vous présenter des illustrations tout à l'heure, l'objectif, c'était de voir comment ces infrastructures-là pouvaient aider à diminuer la quantité d'eau, les volumes d'eau
et le débit d'eau qui arrivait dans nos réseaux municipaux. Et là, notamment des universités comme Polytechnique ont pu faire des suivis et puis ont pu observer qu'effectivement, les résultats étaient probants et puis que ça pouvait fonctionner. Donc là, je pourrais donner l'exemple du Montaigne Coop à Longueuil, mais on a aussi l'exemple de la MRC Bromy-Sisquois à Cowansville, donc qui a un autre stationnement aussi, cette fois-ci dans un milieu plus municipal, où là, il y a eu d'autres tests d'effectuer. Donc, je dirais un peu dans la continuité du stationnement dont je parlais tout à l'heure, mais des tests davantage sur les questions de fonctionnement hivernal, de drainage, donc de stationnement qui se draine entièrement sans conduite, sans puisard, sans regard, sans canalisation quand le sol est propice. Donc, on est face à un sol, par exemple, plus sablonneux qui nous rend l'infiltration plus propice. Donc là, c'est d'autres universités comme l'Institut de recherche en développement agronomique qui ont permis de faire le suivi sur notamment ces performances de fonctionnement hivernal. Donc, ça a pris à ce moment-là le support, disons, de la MRC pour observer le stationnement pendant plusieurs années. Je dirais que là, vous voyez sur ces projets-là, on est sur des stationnements, mais on est aussi, je dirais, dans des projets très techniques d'ingénierie, où là, on observe les volumes, les débits, le fonctionnement hivernal. Mais contrairement aux infrastructures grises, là, c'est comme si on avait voulu préserver nos anciennes habitudes avec des nouvelles infrastructures, malgré le changement de paradigme. Là, on s'aperçoit vite que ces infrastructures-là, elles sont quasiment dans leur globalité en surface. Oui, il y a des drains, il y a quand même des puisards pour la plupart des ouvrages, mais on a de la végétation, les infrastructures sont visibles, les usagers, les citoyens les voient l'eau aussi apparaître. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le génie civil ne suffit pas à ce moment-là, il va falloir intégrer d'autres disciplines. Et je dirais que c'est aux alentours des années 2010-2013 que là, d'autres disciplines commencent à apparaître et à s'intéresser, à s'impliquer dans la conception des ouvrages et des infrastructures. Je donnerai l'exemple du marché public à Longueuil, qui est un projet, encore une fois, de stationnement, où là, plusieurs disciplines s'y sont intéressées, dont l'architecture de paysage, dont l'urbanisme, etc. Et sur ce projet-là, ce qui a été intéressant, contrairement aux deux autres projets où surtout on parlait d'intégrer de la biorétention, là, on a testé environ 7 pratiques différentes de gestion durable des eaux pluviales sur le site. Ces pratiques-là ont été testées en chaîne, donc c'est-à-dire qu'on a aussi regardé l'enchaînement des pratiques et puis les bénéfices que ça pouvait rapporter en termes d'enlèvement de la quantité, de la qualité des eaux pluviales notamment. Donc là, c'était un projet suivi par l'Université de Laval, mais aussi par l'INRS. Sur ce projet-là, quand je disais que d'autres disciplines s'y sont intéressées, c'est effectivement que toute la question de l'implication des citoyens, l'implication d'autres parties prenantes a été regardée à ce moment-là, ainsi que la question de l'entretien aussi des infrastructures. Donc là, on rajoute une multitude de parties prenantes autour du dossier. C'est intéressant à voir parce que finalement, on se rend compte, Sébastien tout à l'heure parlait de la longueur ou du temps ou de la patience. Là, on s'aperçoit que ces projets-là, finalement, les premiers, c'est des projets qui se font à l'intérieur d'une année, les plans, la conception, la réalisation, une année et demie, et puis c'est réalisé. Là, quand on commence à parler du marché public, de Longueuil, là, la durée commence à être plus longue, les parties prenantes plus conséquentes et les enjeux aussi soulevés et aussi les potentiels de mise en valeur des bénéfices autour du projet sont beaucoup plus nombreux. Donc là, le temps commence à s'allonger un petit peu. Après 2013, je dirais que le milieu municipal commence lui aussi à mettre en place des projets de gestion durable des eaux pluviales de manière plus intensive. Donc là, on commence à voir apparaître des projets sur rue, notamment. Donc on peut parler de Granby, par exemple, qui met en place un projet sur rue. On peut parler aussi de Trois-Rivières avec la rue Saint-Maurice. À Montréal, le boulevard des Caries, Papineau, etc. Donc là, on commence à avoir des projets de réfection de rues, de boulevards, d'avenues de plus grande envergure avec de l'intégration principalement de biorétention. Et là, le milieu municipal s'y intéresse et finalement, je dirais que vient s'appuyer sur les connaissances qui ont été bâties dans les années précédentes. Là, on parle de projets de plus grande envergure avec aussi
un impact du coup plus intéressant sur les objectifs que je mentionnais tout à l'heure, donc de délestage, si on peut dire ça comme ça, de nos réseaux municipaux, de soulagement de nos infrastructures municipales et de bénéfices du coup sur le reste de la chaîne de traitement jusqu'au milieu naturel. Par la suite, c'est sûr que là je vous parle des rues, des boulevards, etc. On arrive à un intérêt davantage pour d'autres espaces publics, les places, les trottoirs, les saillies végétalisées. On parle effectivement de places publiques résilientes, places publiques inondables, même si le nom est pas très aimé. On parle de Water Square, on parle de ce genre de projet-là. Je vous parlerai aussi tout à l'heure de ruelles bleues-vertes. Donc là, on voit qu'on se rapproche du milieu de vie des citoyens. On voit qu'on se rapproche des espaces de vie. Et là, quand je parlais tout à l'heure de s'ajouter des disciplines autour de la table pour mieux intégrer ces pratiques-là, là, on parle aussi d'autres disciplines qui vont entourer les projets, anthropologues, sociologues. On parle aussi d'économistes. Et puis là, on va voir aussi quels sont les arguments qui vont inciter les porteurs de projets à aller de l'avant avec ces pratiques-là, mais les économistes aussi commencent à intégrer les projets, et les citoyens. En fait, il faut voir que les citoyens, à travers ces projets-là, commencent eux aussi à participer à la démarche, à s'intégrer dans la conception des plans, mais aussi dans les réflexions, dans les idéations autour des projets. Donc, ça, c'est pour la petite histoire de la gestion durable des eaux pluviales. Vous voyez qu'on est passé des stationnements aux rues, aux places publiques et aux espaces de plus en plus proches des citoyens, avec une diversification des acteurs, mais aussi une diversification des parties prenantes et aussi, de fil en aiguille, une sorte de terreau de connaissances qui a pu se bâtir avec le support des universités et une diversité d'universités qui ont pu documenter les démarches. Bon, alors merci, on a la présentation. Là, c'est arrivé en PDF. Je vais essayer de faire un affichage en plein écran. Comme ça. Je ne sais pas ce que ça dit pour les gens. Pascal, est-ce que tu vois bien? Non, malheureusement, ça n'est pas partagé. OK, attends un peu. On va y aller direct. Vu que c'est un PDF, on va avoir le menu. Parfait. Comme ça. Et je vais essayer de... si tu veux, là, je vais avancer, je vais te suivre. Là, on va... tu vas me dire où est-ce qu'on est rendu à Alors peu ça, près. c'est bon. Ça, on en a parlé, les pourquoi. Bon, La alors, surverse. la surverse. Là, j'avais quelques chiffres à préciser tout de même, alors qu'ils sont à l'écran maintenant. Je vous mentionnais quelques chiffres, en tout cas les surverses et les débordements tout à l'heure. Vous voyez les chiffres de 2017, à peu près 4500 ouvrages de surverse, 57 000 débordements en 2017. Ça, c'est les sources du ministère de l'Environnement. C'est sûr que c'est toujours délicat d'aller chercher ces chiffres-là. Ils sont à prendre avec des pincettes tout de même. Mais on notait à peu près 22 milliards de litres déversés pour la même période, 93 municipalités. Et ça, c'est les sources de Fondation Rivière. Donc là, on a deux sources pour vous montrer un petit peu l'envergure sur une année donnée des surverses dans les milieux naturels et du nombre de litres que ça peut représenter. Bien entendu, vous voyez en arrière de ça là, ce que ça peut avoir comme impact. OK. Bon, tout à l'heure, je parlais de densification des milieux urbains. Alors là, il y a des petits textes là aussi sur les îlots de chaleur dont on n'a pas parlé et aussi sur les sols, les sols qu'on vient imperméabiliser et assécher. Alors ça, c'est ce dont on parlait, c'est bien. Les changements climatiques, on en a parlé aussi. On a mis ici une carte de Ouranos qui vous montre la variation des températures et des précipitations, que ce soit en été ou en hiver. Donc ça, c'est bon. Oui, la couleur mauve là, du fleuve Saint-Laurent, c'est pour l'illustration, c'est pas un des impacts. Là. Non, non. Là, ça va être peut-être écrit petit un peu, je ne sais pas ce que ça dit sur vos écrans. Là.
Ça va pour ce qui est du texte à gauche, ça devrait OK. aller. Donc, ben, c'est sûr qu'on a parlé rapidement des impacts environnementaux, sociaux. C'est sûr que les impacts sociaux, les risques sont sur les bâtiments, les espaces publics, nos milieux de vie, comme je le disais tout à l'heure, et puis sur nos sources d'approvisionnement. Donc, ça, on a pu bien en parler. C'est parfait. L'histoire de la gestion des eaux pluviales. Alors, de manière résumée, ici, vous voyez un peu ce dont j'ai pu parler, le stationnement avec les différentes illustrations jusqu'aux espaces publics. Donc ça, c'est bien aussi. Je peux enfiler peut-être une question qui est arrivée justement sur l'illustration, parce que là, tu illustrais de façon historique le phénomène, mais il y a une question par rapport à illustrer quand on veut présenter au-delà de l'histoire là, à une municipalité ou à des décideurs. Est-ce qu'il y a des façons ou des outils je dirais plus conviviales pour faire une démonstration, pour illustrer les phénomènes de GDEP? Oui, bien sûr. Bon, alors, est-ce que là, on parle d'aller chercher des arguments, hein? Est-ce qu'on parle d'aller chercher des arguments Je pense que pour là, le c'était plus une question d'outils parce que, tu sais, toi, tu as utilisé des photos. Tu sais, dans ta présentation, il y a beaucoup de photos, mais quand c'est le temps de faire des démonstrations ou d'aller un peu plus loin, est-ce que souvent d'avoir photographié des espaces connus qu'on représente à des décideurs dont les gens connaissent le coin, on a pris le temps d'aller documenter ça visuellement ou est-ce qu'il y a des outils de modélisation? Tu parlais d'Uranos tantôt. Oui, alors il y a différentes manières de faire. Nous, il y a des fois des municipalités ou des citoyens d'ailleurs qui arrivent à voilà la situation qu'on est en train de vivre, ça déborde, la qualité de l'eau dans le milieu naturel. Donc il y a des prises de photos qui peuvent être faites. Je pense à certaines municipalités, on n'a pas parlé des milieux montagneux, hein, mais qui vivent souvent des forts débits dans les pentes, etc. Donc ils prennent des photos, même des vidéos, c'est très parlant. La situation avant, il y a quelques années et maintenant. Il y en a qui arrivent à documenter ces démarches-là. Il y a beaucoup de ressources autrement, je dirais oui, niveau scientifique ou de vulgarisation scientifique comme Uranos. Hein. Les cartographies sont très parlantes. J'en montrais un extrait tout à l'heure, c'est très parlant. Mais tout à l'heure, on pourra peut-être parler davantage d'arguments pour faire embarquer soit un porteur de projet ou un preneur de décision. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de réglementation. Ça peut être un bon argument aussi pour dire pourquoi on devrait aller de l'avant, mais aussi l'argument économique. Hein. L'argument économique et la comparaison entre un projet conventionnel et un projet qui intègre la gestion durable des eaux pluviales peut être très parlante. Hein. C'est-à-dire, même sans parler des bénéfices écosystémiques reliés à la plantation d'un arbre, par exemple. Donc ça, je pense que s'il y avait des questions plus particulières, on pourrait en parler, mais c'est souvent l'argent là qui va finalement être l'argument. OK. On va continuer. J'ai noté là, la personne qui me posait des questions, M. Demers. Je reviendrai à la fin là, sur les spécifications là, qui sont demandées dans la question. On va procéder dans le contenu. Très bien. Donc, je parlais tout à l'heure de contexte réglementaire. J'ai rapidement abordé le ministère de l'Environnement. Oui, il y a le contexte réglementaire, mais il y a aussi différents outils. Hein, ça vient compléter la réponse à la question que Sébastien formulait. On a différents outils. Là, j'ai mis le guide de gestion durable des eaux pluviales du MAMH, la norme BNQ sur les îlots de chaleur, qui comporte tout un tas de pistes de solutions. Justement, on parlait de stationnement tout à l'heure, mais comment intégrer la gestion durable des eaux pluviales dans la réfection de nos stationnements tout en parlant d'îlots de chaleur. Des politiques aussi. J'ai mis celle de la trame verte et bleue du Grand Montréal, mais il y a plusieurs politiques de développement durable ou de ce type-là dans les milieux municipaux qui vont pouvoir intégrer des chapitres sur la gestion durable des eaux pluviales et du coup orienter la planification et les prises de décision. J'ai mis l'atlas aussi, l'atlas hydroclimatique. Donc ça, c'est le genre d'outils cartographiés qui peuvent aussi aider dans les argumentaires. Si je me permets, parce que il y a le nouveau code de conception aussi là, de système là, qui peuvent être sujets à des autorisations, des déclarations, en tout cas qui va sortir le 31 décembre, qui est suite au RAFI, là, tout ça. Il y a un nouveau code là, qui s'en vient, là, puis il va y avoir une présentation pour les OBV, en tout cas, la semaine prochaine. Mais il y aura d'autres réglementations.
Exact. Là, je pourrais renvoyer cette diapositive de manière moins floue parce qu'il y a beaucoup d'informations sur cette page-là, mais en fait, ça illustrait ce que j'expliquais tout à l'heure. Chaque palier gouvernemental a ses intervenants, ses instruments. Tout ça est très relié et beaucoup d'entre eux là vont parler de la gestion des eaux pluviales de manière plus ou moins détaillée jusqu'au milieu municipal hein, qui lui aussi a sa propre réglementation ou peut avoir sa propre réglementation. Je sais que pour beaucoup de secteurs, ça s'arrête au palier des MRC hein, qui vont régir cette question-là. Donc ça, on pourra la renvoyer de manière plus détaillée pour ceux que ça intéresse. C'est ça. Là, je voulais rentrer davantage, ça tombe bien qu'on arrive à ce moment-là avec la présentation, je voulais rentrer davantage dans les projets, puis peut-être aussi ouvrir à des questions lors de la présentation des projets. Donc, je vais me baser sur ces exemples, sur ces cas d'études pour justement partager avec vous notre expérience. Bien, juste pour compléter la question de tantôt sur les outils pour présenter les problématiques, mais là, c'était pour présenter les possibilités, en fait, de réaménagement. La personne qui posait la question là, se demandait par rapport à Google offre un outil pour faire du 3D, là, SketchUp, pour présenter par-dessus justement une situation. On va présenter. Est-ce qu'il y a des outils, vous, que vous utilisez ou vous conseillez quand les Oui, gens veulent faire des simulations? effectivement, il y a des simulations qui sont faites, je dirais, d'ingénierie avec des logiciels comme PC Swim, etc. Donc là, on est capable de modéliser un réseau avant, après, avec différents types de pratiques. Donc ça, c'est souvent les ingénieurs qui vont s'en servir. Mais autrement, vous allez le voir, on va vous présenter là quelques exemples. Il y a effectivement, nous on se sert de SketchUp ou ce genre de logiciel plus d'architecture, de design pour illustrer le avant-après ou en tout cas différents niveaux d'eau dans les aménagements. Peut-être tantôt, s'il y a des photos, tout ça, peut-être de dire s'il y a des outils que vous avez utilisés en particulier, peut-être juste les nommer. Là. Oui, bien Je te laisse entendu. continuer. C'est une bonne question, en fait, qu'on nous pose rarement. Je trouve que c'est une bonne question parce que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Quelle discipline on a besoin autour de la table? Si on parle de vulgariser, c'est sûr que si on parle de vulgariser pour des citoyens ou même des élus, ça va nous prendre des gens qui sont plus habiles avec les outils reliés aux pratiques d'aménagement. OK. La cartographie SIG, je n'ai pas mis d'exemple aujourd'hui, mais la cartographie de systèmes d'information géographique va souvent aussi être un bon outil. Les MRC, les municipalités, de plus en plus ont des systèmes d'information géographique reliés à des bases de données évolutives, donc on peut se baser là-dessus aussi. C'est bien. Il y a je pense un des plus connus qui est open source qu'on peut avoir gratuitement, c'est le QGIS. Exactement, qui est compatible, très compatible avec les outils municipaux en plus. C'est bon. Fait que je te laisse aller dans les exemples parce que, comme je disais au début, l'idée, c'est pas juste de présenter de la théorie, c'est d'aller dans le concret aussi, voir comment ça s'enracine d'utiliser une image végétale. Très bien. Alors, on peut y aller. Je vais vous présenter là quelques cas. C'est sûr qu'on pourrait en faire une conférence en soi de chacun. Les ruelles bleu-verte, qui est un cas justement qui est en pleine évolution ces temps-ci. Des stationnements, différents projets de stationnement, places publiques, intervention avec les citoyens, nouveaux quartiers et quartiers en réhabilitation. Donc oui, avant de rentrer, c'est ça, avant de rentrer dans les cas en tant que tels, on parlait tout à l'heure de biorétention, beaucoup, je vous ai évoqué le vocabulaire sans forcément avoir d'illustration. Donc là, j'en profite juste pour revenir un petit peu. La biorétention, c'est vraiment une sorte de baissière, une sorte de creux, de dépression dans laquelle on va retrouver visibles des végétaux, des vivaces, des arbustes, des arbres aussi. Ça peut être très fortement planté. Et puis, vous allez voir, il y a un paillis, il y a un substrat. Et en dessous de ce paillis et de ce substrat, ce que vous ne voyez pas sur ces photos, c'est bien entendu souvent un terreau, un drain. Et ce drain-là va pouvoir être accordé au réseau municipal si jamais il y avait des surplus après infiltration et rétention dans le terreau. Donc là, ce qui va se passer dans la biorétention, l'eau va bien sûr ruisseler sur les surfaces imperméables, comme là vous pouvez voir sur les illustrations. On a des rues
ou des stationnements au pourtour. L'eau va ruisseler sur ces surfaces imperméables, se rendre par des ouvertures, des abaissements de bordure dans la biorétention et progressivement être retenue, s'infiltrer dans le terreau sous les végétaux. Donc là, on va pouvoir avoir une bonne rétention, un retardement du coup de l'arrivée d'eau dans le réseau municipal. On va favoriser, quand le cas le permet, une infiltration dans le sol vers la nappe phréatique. Quand le cas le permet, puisqu'on est de plus en plus en présence de sols contaminés, on est de plus en plus en présence aussi de difficultés à ce niveau-là qui font qu'on est limité dans l'infiltration, mais on va aussi favoriser l'évapotranspiration, notamment par la présence des végétaux et des arbres. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, justement le boulevard Papineau à Montréal, la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières, en haut au milieu, boulevard des Carrés aussi à Montréal, et puis une rue à Granby. Donc là, vous pouvez voir différents schémas, je dirais, d'installation de ces pratiques-là, quand même sur des grands gabarits là, de projets. Et comme tu faisais mention de l'histoire, j'imagine qu'aussi, à force d'en faire, là, il y a des végétaux qui sont de plus en plus visés spécifiquement pour ces installations-là, pas n'importe quel végétaux. Il y a des végétaux qui doivent être visés. Exactement, oui, le point est très bon. En fait, la liste des végétaux se peaufine progressivement. Gros travail en collaboration avec les architectes paysagistes et aussi le milieu universitaire. Donc, c'est souvent des végétaux indigènes et ces végétaux-là sont sélectionnés en fonction des conditions du site et aussi de l'esthétique souhaitée, parce que quand même, on parlait tout à l'heure de la visibilité, là on a une question d'esthétique. Et de plus en plus, on travaille avec des biologistes aussi pour la sélection des végétaux. Alors, on est sur un projet, je parlais du projet des ruelles bleu-vert tout à l'heure, on travaille avec une biologiste qui va nous aider à faire le lien entre la sélection des végétaux implantés dans la biorétention et les autres espaces avoisinants, les parcs, etc., pour justement favoriser des corridors fauniques et floristiques. Donc, on n'est vraiment pas dans des ouvrages isolés, on essaye de les penser dans un aménagement d'ensemble. Donc là, je voulais vous présenter aussi quelques exemples de nous. En fait, je vais vous présenter une série là, de quelques pratiques avant de rentrer dans les cas concrets. Les nous, effectivement, c'est plus des ouvrages de transport de l'eau. On va moins chercher à infiltrer ou à évapotranspirer. On va plus être dans le transport, donc plus rapide de l'eau vers d'autres ouvrages. Donc là, on parle plus de fossés, un peu moins profonds que les fossés conventionnels qu'on peut voir dans certains milieux. Et là, c'est ça, c'est souvent enherbé. Là, vous voyez différents exemples avec aussi des fois des paliers. Là, vous voyez des paliers de béton là, qui vont servir à ralentir l'eau. On peut avoir aussi de l'enrochement qui va servir aussi à ralentir la vitesse de l'eau. Mais vous voyez un cas typique, la photo au centre qui est au marché public de Longueuil, où l'eau finalement va ruisseler et être acheminée vers d'autres infrastructures par la suite. On pourrait peut-être passer à la suivante. Je vous ai mis aussi quelques exemples ici de bassins secs ou de bassins multifonctionnels. Donc là, on a un cas plus local avec un projet de Rousseau-Lefebvre à Longueuil, le parc des Semis, qui est un parc multifonctionnel avec un bassin sec à l'intérieur. Donc là, il y a vraiment il y a vraiment tout un débit d'eau qui peut arriver, tout un tas de volumes d'eau qui peut arriver dans cet aménagement. Et quand il ne pleut pas, en fait, le bassin sert pour d'autres usages récréatifs, loisirs, etc. Et je vous ai mis quand même quelques exemples à droite, là, qui sont plus des exemples de Rotterdam, en Europe, de places publiques, donc plus asphaltées, plus minérales, places publiques inondables. Et on commence à voir ce type de projet, en tout cas pas exactement sous cette forme-là, mais de places publiques résilientes, multifonctionnelles, voir le jour au Québec aussi. C'est ça, les bassins à niveau d'eau permanent. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a eu un petit problème là dans l'envoi de la présentation. Donc là, on n'a pas les illustrations en conséquence, mais les bassins à niveau d'eau permanent, c'est des bassins qui vont retenir l'eau avec un niveau d'eau constant, où là, on va pouvoir avoir une faune, une flore développée à l'intérieur de ça. Et puis se servir d'un niveau d'eau supplémentaire pour accueillir les eaux pluviales, donc une sorte de niveau de marnage, en fait, qui va permettre de gérer les eaux pluviales par-dessus un niveau d'eau permanent. Donc là, on gère ça comme un petit lac, en fait, un petit lac avec toute la faune et la flore que ça peut représenter. Et on vient gérer les eaux de pluie par-dessus. Donc, on s'excuse pour les problématiques techniques, encore une fois, mais on réajustera pour
renvoyer la présentation à Sébastien. Les gouttières déconnectées, alors effectivement, ce n'est pas une pratique de gestion durable des eaux pluviales, mais ça peut favoriser, je dirais, plusieurs éléments. Depuis tout à l'heure, on parle d'ouvrages visibles, etc. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on a eu tendance à ramener nos eaux de pluie le plus rapidement possible dans les réseaux d'égouts, à s'en débarrasser le plus vite possible. Et je fais souvent le parallèle avec la gestion de nos déchets, de nos matières résiduelles. Hein. On dépose notre sac poubelle le matin en sortant, le soir on revient, et puis il n'est plus là. Notre poubelle a été vidée, le sac est parti et on ne se préoccupe même pas de savoir comment tout ça s'est passé. On a juste hâte qu'il disparaisse. Mais avec les eaux de pluie, c'est un peu pareil. Hein. Il pleut, puis de toute façon, on ne s'en préoccupe pas. Ça tombe sur la toiture, sur le stationnement, etc. Et puis, ça va disparaître très rapidement dans nos réseaux municipaux. Je pense que là, avec les pratiques que je vous présente, l'objectif, c'est de se réapproprier l'eau, de la remettre en valeur, d'en profiter, d'en bénéficier le plus possible. Et les gouttières que je vous présente là, c'est aussi pour objectif de rendre visible l'eau le plus tôt possible à la source. Donc, l'eau tombe sur le toit, on en profite de manière architecturale, c'est beau, c'est esthétique. Et par la suite, on essaye de raccorder ça avec les ouvrages, comme je présentais tout à l'heure, de biorétention ou bien, comme sur la photo en bas à droite, c'est un réservoir souterrain qui peut servir aux besoins pour les pompiers dans le cas d'un projet qui est déconnecté des réseaux d'aqueducs municipaux. Donc, c'est à la fois, oui, ludique, esthétique, mais en même temps très pratique. Excuse-moi, parce que je commence à être vieux, même si j'ai des lunettes. Là. Ce qu'on voit, c'est des gouttières ouvertes. C'est pour qu'on voit justement l'eau couler. Là. Le stainless, ça rajoute même à l'effet de exact. Le cutiness de la GDEP. Là. Oui, alors c'est pour ça. Je pense que, comme je le montrais tout à l'heure dans l'historique, hein, je pense qu'on est parti de questions très techniques, pratiques, de quantité, de qualité de l'eau. Mais je pense que maintenant, on en est à prendre en considération comment on peut rendre ça esthétique, agréable. Vous allez voir tout à l'heure, je vais parler de santé mentale avec la réfection d'un stationnement. Donc, je pense qu'on en est là, se servir de l'eau aussi comme élément esthétique. Mais ça montre le niveau aussi d'intégration des pratiques quand on est rendu à ce stade-là. Puis ce que je comprenais aussi, c'est que ça a commencé comme en petit échantillon. On travaille sur des petits trucs. Puis le mot holistique là, dans le titre de ta présentation n'est pas là pour rien. Là. On te laisser aller, mais on est rendu à d'autres stades. Oui, exactement. Cette question holistique et puis la transition, elle est belle. En fait, je voulais vous présenter ces pratiques-là malgré le fait que pour moi, on ne parle plus de pratiques de gestion durable ici. Je vous présente les pavés perméables, les bétons poreux, béton renforcé, gazon renforcé, etc. Ici, on va atteindre les objectifs d'infiltration, de rétention sous chaussée, d'infiltration entre les pavés ou dans une structure de chaussée spécifique. Il y a beaucoup d'inventions de ce type-là ces temps-ci. Hein. Tous les exemples que je vous montre là, beaucoup de fournisseurs, de fabricants vont en proposer. Mais pour moi, ça, c'est des solutions de dernier recours, en fait, quand on manque d'espace, quand on a des problématiques techniques, on vit certaines problématiques techniques. Mais ce n'est pas avec ces pratiques-là qu'on va réussir à mettre en valeur de manière holistique, justement, la gestion ou la visibilité, l'intégration de l'eau dans nos aménagements. Donc, ça peut être utile, mais simplement, on ne bénéficiera pas des bénéfices, de l'ensemble des bénéfices associés à ces pratiques. OK. Je ne sais pas si tu veux que j'y aille, parce que quand les questions sortent, souvent, c'est un peu par rapport à les gens réagissent un peu. J'ai une autre question qui est arrivée, ouais. Puis je trouve que c'est bon parce que l'idée première, quand on a discuté là, pour préparer l'élément, c'est moi, je voulais qu'on parle beaucoup de ce qui est déclencheur d'une démarche GDEP dans une municipalité. Puis là, la question, quels sont l'ordre des coûts supplémentaires? Parce que et ça fait partie des préjugés que moi j'ai entendus. Donc, c'est environnemental, donc ça va coûter plus cher. Puis, je vais étirer la question de la personne. Elle demande, bon, c'est sûr qu'éventuellement, on va dans des types d'aménagements, c'est un peu plus complexe que du standard. Mais éventuellement, si on en parle à court terme, il y a peut-être un jeu de coûts différent, mais j'aimerais ça que tu en parles à long terme aussi, parce que je pense qu'il y a plutôt un bénéfice à long terme en termes de coûts. Puis il ne faut pas peut-être juste le voir en une seule dimension. Mais le terme de coût, je pense que c'est un gros déclencheur là, des démarches. Oui, et tout à l'heure, quand je parlais d'arguments pour un preneur de décision, un porteur de projet,
nous, comme concepteurs, hein, l'argument, on a beau arriver avec tout ce que je viens de mentionner là, la visibilité de l'eau, les bénéfices écosystémiques, etc., c'est finalement la question de coût qui va toujours prévaloir. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a le court terme, il y a le long terme, mais je rajouterai un troisième élément, c'est cette notion de projet pilote. En fait, plus on continue à parler de projet pilote et plus les coûts aussi s'additionnent. C'est pour ça que je tenais vraiment, je vais insister sur cette thématique de projet pilote, même si j'ai d'autres diapositives qui en parlent tout à l'heure. C'est pour ça que je tenais à présenter l'histoire de la gestion durable des eaux pluviales. En fait, on a tendance à la refaire d'un projet à l'autre. Et je dirais que ça peut avoir du positif puisqu'on peut en profiter pour approfondir certaines connaissances. Mais il ne faut pas négliger le fait que depuis plus de 10 ans maintenant, au Québec, mais même depuis plus longtemps encore dans d'autres secteurs, on a acquis des connaissances. Donc, il faut vraiment profiter de ce terreau, hein, c'est un mauvais jeu de mots, il faut profiter de cette assise pour bâtir nos futurs projets. Parce que sinon, c'est là que les coûts commencent à augmenter. Si on doit refaire la démonstration, alors là, les coûts augmentent à toute la chaîne, sur toute la chaîne hein, de production du projet, depuis la prise de décision, la conception, le suivi pendant la construction et pendant l'opération. C'est-à-dire que si on remet en question ce qui est déjà comme acquis dans les connaissances, on va devoir en faire la démonstration tout du long et c'est ça qui peut augmenter nos coûts. Maintenant, si on regarde, ça c'était pour ma question de projet pilote, puis on reparlera de comment on peut passer plus rapidement de projet pilote à une démarche plus systématisée, mais on a cette question du court terme. Je vais vous présenter plusieurs projets de stationnement. Ces stationnements-là ont fait l'objet de comparatifs entre un aménagement conventionnel, un drainage conventionnel et un drainage avec gestion durable des eaux pluviales. Et le comparatif est assez intéressant puisqu'on gagne de 20 à 30%. On gagne, hein, c'est pas on dépense plus, on va gagner de 20 à 30% sur la construction avec la gestion durable des eaux pluviales. Et là, il faut vraiment comparer par contre un projet des pommes avec des pommes, si je peux me permettre l'expression, parce que qui dit gestion durable des eaux pluviales dit verdissement. Donc, si on arrive avec un projet avec infrastructure conventionnelle mais pas de verdissement, là, on déstabilise le comparatif. Donc, dans tous les cas, de toute façon, maintenant, la plupart des municipalités imposent un pourcentage de verdissement assez conséquent, hein, 15%, 20% et plus même. La végétation va être requise. Donc, il faut la prendre en considération dans l'estimation des coûts et le comparatif. Et puis après ça, c'est finalement d'une pierre deux coups parce que quand on parle de gérer les eaux pluviales, comme je le montrais tout à l'heure avec par exemple de la biorétention, on vient à la fois végétaliser, donc répondre à ce volet-là de la réglementation, et on vient à la fois drainer les eaux pluviales dans une même infrastructure. Donc c'est sûr qu'après ça, on diminue aussi nos conduites, nos regards, nos puisards, on diminue les surfaces imperméables, donc la démonstration, elle est assez rapidement faite qu'on va avoir un gain économique. Maintenant, ça c'est sur le court terme. Sur des projets, je dirais, assez typiques. Je parle de stationnement parce que ça devient des projets assez typiques. Maintenant, on parlera tout à l'heure des ruelles bleues-vertes qui sont des projets qui cherchent à faire avancer les connaissannes, par exemple, sur l'implication des citoyens autour de la gestion de l'eau, sur le partage des infrastructures entre plusieurs propriétaires. Là, je ne vais pas dire le mot fardeau, mais il y a quand même le poids de l'innovation à prendre en considération, le poids de l'accroissement des connaissances. Et là, on vient augmenter les coûts au niveau de la conception. Hein. Là, c'est certain. Ça peut être quand même quelque chose de coûteux de participer à cette démarche d'accroissement des connaissances. Mais je dirais qu'à long terme, bien entendu, il y a la question de l'entretien à prendre en considération. Il y a la question de l'entretien, il y a la question du suivi pendant les opérations. Et puis là, je dirais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur nos connaissances au Québec. Il y a plusieurs projets là, qui suivent la question de l'entretien justement et des coûts que ça peut représenter. Donc, je pense que l'affaire est à suivre sur ce sujet-là. Je vais me permettre, parce que c'est clair que j'ai un billet de toute façon pour la GDEP, mais il ne faut pas oublier aussi dans les coûts le risque associé à la non-action. Ça veut dire un lessivage qui amènerait beaucoup de matière en suspension dans l'eau de surface qui éventuellement devient de l'eau consommable. Puis bon, de ce sens-ci, je travaille beaucoup sur la rivière des Outaouais, puis on parle de Gatineau, la ville d'Ottawa, qui ont ce genre d'épisodes-là qui essaient de contrôler. Mais
mais 70% de l'eau potable vient de l'eau de surface là, dans cette région-là. Fait que ça a un impact direct sur la qualité de vie. Fait que quand on est dans une municipalité, je pense qu'il faut aussi calculer le risque attenant à ça. Puis quand tu parles du coût de l'innovation, je pense qu'on peut facilement mettre en contrepoids le risque d'épisodes qui vont s'accélérer, de ruissellement qui peuvent se transformer, justement, créer de la surveillance, du lessivage, etc. Et ça, ces risques-là, quand on calcule ce coût-là, puis on le met en comparaison avec de l'innovation, vous pouvez prendre le risque, mais vous allez voir que ça se balance, je pense, assez positivement dans ce temps-là. Puis ça fait une démonstration aussi qu'on a à cœur la qualité de vie dans une municipalité. Puis ça, je pense que ce n'est pas à négliger non plus dans un contexte où est-ce que les gens regardent le centre-ville en temps de pandémie, se disent je pourrais faire du télétravail à l'extérieur. Donc, ils vont prioriser aussi l'idée de s'installer dans un environnement de qualité. Donc, ça fait aussi une démonstration, le verdissement, mais ces technologies-là, d'un intérêt pour la qualité de vie dans une communauté. Exact. Et je vais rajouter à ce que tu viens de dire, Sébastien, je pense que on a fait la démonstration à travers notamment le projet des ruelles bleues vertes dont je vais parler tout de suite après, que l'implantation notamment de biorétention en bordure d'habitations déjà existantes, de logements déjà existants, pouvait apporter jusqu'à 4% de plus-value foncière et immobilière. Alors, c'est intéressant pour un payeur de taxes de se dire, ben oui, c'est un coût, on vient mettre des infrastructures vertes, mais OK, moi, je viens chercher de l'équité sur mon logement. Un bel argument, bel incitatif. Et je dirais aussi que de plus en plus, les assureurs, c'est vraiment un beau lien avec ce que tu viens de dire, Sébastien, les assureurs s'intéressent à la question. Les assureurs des particuliers, mais aussi les assureurs des municipalités. On n'a qu'à regarder beaucoup la mutuelle des municipalités du Québec s'intéresse à la question, par exemple. Donc, je pense que oui, les assurances des municipalités, les codes de crédit des municipalités aussi progressivement, ce qui les détermine, commencent à s'intéresser aux mesures que les municipalités prennent pour se prémunir face au changement climatique, notamment aux inondations, aux débordements, etc. dans les milieux de vie. Donc, comment les municipalités s'y prennent et ça va déterminer, influencer leur code de crédit, les assurances, etc. Donc, ça, c'est des gros arguments. Et puis, tout à l'heure, on parlait des surverses et des débordements, mais c'est aussi notre impact sur le tourisme. C'est une grosse part de notre économie, il ne faut pas le négliger. Surtout que là, on parle de tourisme ultra local. On est cantonné dans nos régions. Alors, comment on fait pour faire tourner ce volet-là de notre économie si on ne prend pas soin de nos milieux naturels et puis qu'on a une eau qui ne permet pas la baignade, le kayak, les activités nautiques, etc. Alors, c'est ça. Plus loin, quand on regarde là plus loin ce qui se passe, oui, les répercussions, elles sont là. Et puis, ce qui est difficile à comprendre, nous, on l'expérimente avec les citoyens, c'est pourquoi moi, citoyen, je devrais être le porteur de ces initiatives très proches de chez moi, à ma porte, alors que les répercussions, finalement, je ne les vois pas. Elles sont plus loin, elles sont plus éloignées. Puis, je ne vois pas pourquoi je serais responsable de payer pour ça. Alors, c'est souvent ça l'enjeu, c'est d'impliquer le citoyen dans ces aménagements qui ont des répercussions plus éloignées, souvent, de leur milieu de vie, indirectes. Mm-hmm. Donc, juste pour conclure sur l'idée du coût, parce que c'est une notion clé, je pense, pour un go-no-go dans une démarche GDEP, mais il y a un risque à prendre la question à court terme, puis à faire des comparables très serrés dans le temps. Les cycles de gestion municipale, on fait un budget, l'année d'après, on refait le budget, on est élu aux 4 ans. Ces cycles-là, il faut peut-être voir au-delà, parce que quand on arrive dans ces démarches-là, puis tu le montres un peu, là, la plage d'impact est beaucoup plus large que le cycle d'une année seulement. Là. Exact, et c'est pour ça qu'au niveau des parties prenantes, ça prend tout un tas de parties prenantes à impliquer. Donc, exactement. On va continuer parce que... c'est ça, le temps passe. Oui. Très bien. Oups, j'étais sorti comme ça. Donc, bon, je continuais rapidement, mais on ne s'étendra pas là-dessus. Je préférerais rentrer dans le vif des projets.
C'est ça, je parlais de passer de projets pilotes à modèles reproductibles, hein. Je pense qu'il est temps pour les porteurs de projets municipaux de se dire on est capable de s'outiller pour passer à des modèles reproductibles. Ça passe par améliorer notre réglementation, ça passe par la mobilisation de différents acteurs, d'une diversité de parties prenantes dont je parlais tout à l'heure, mais aussi la pédagogie à toutes les échelles. On parlait en introduction de planification, mais de l'arrimage au niveau des outils de planification du territoire et de planification en termes des ouvrages de gestion de l'eau. Le financement aussi, avoir le financement approprié. Et puis, c'est sûr que ça, c'est les petites bulles que je mettais autour de répétition, mais plus éloignées, je parlais peut-être de partage d'infrastructures entre différents propriétaires pour diminuer les impacts financiers, le poids financier. La quantification des bénéfices associés, on en parlait un peu avec Sébastien, il y en a beaucoup des bénéfices associés à court, moyen, long terme et on en néglige encore beaucoup. Et puis développer des incitatifs pour que le secteur privé embarque, hein. Et là, je parle du secteur privé, mais le secteur privé déjà existant, les bâtiments déjà existants qui ont des gros impacts sur tout ce dont on vient de parler, hein. On parle souvent des nouvelles constructions. Mais actuellement, ce qui a un impact sur les réseaux, sur les milieux naturels, c'est le déjà construit. Parce que souvent, la réglementation, les nouvelles réglementations évoluent beaucoup et vont inciter les nouveaux porteurs de projets à aller de l'avant avec des meilleures pratiques. Mais par contre, il n'y a rien qui impose sur des projets déjà construits de s'améliorer. Donc, je pense que c'est vraiment un beau potentiel. Bon, effectivement, on émet différentes hypothèses pour tenter de, répondre à ça, répondre à tous les enjeux dont on a parlé tout à l'heure, le partage d'infrastructures, ce qu'on a appelé la mutualisation d'infrastructures, la planification, la pédagogie, le financement. On a parlé de multidisciplinarité. On pourrait même ajouter sur la question des budgets la question de cycle de vie. On a des personnes en économie, en cycle de vie qui intègrent aussi les projets pour apporter des arguments au moulin, aussi pour quantifier les bénéfices associés, les bénéfices écosystémiques. On parlait de multifonctionnalité. Je pense que si on parle d'argent et d'économie, plus on rend les ouvrages multifonctionnels, plus ça va être aussi justifiable et plus on va pas seulement parler de gestion de l'eau, mais de plusieurs usages dans un même projet, donc d'une pierre plusieurs coups. Trouver des partenariats aussi, améliorer la réglementation et puis les processus techniques. Est-ce que tu es bloqué dans la présentation, c'est ça? On a la suite. Ah, ok, c'est bon. Oui, je pense que là, j'avais Voilà. une vingtaine de pages. Là, je pense que Candice se permet d'arriver avec la suite. Exact. C'est les petits problèmes d'informatique. On l'est en 2 parties, mais voilà, on peut continuer avec les exemples de projets. On est dans l'originalité, très bien. Là, il faut que tu ailles après la page 20, Candice. Voilà. Très bien. Donc, dans les cas de figure, et là je vois le temps qui passe, on va accélérer un petit peu, dans les cas de figure que je voulais vous présenter justement en parlant de projets et de bâtiments déjà existants. Ici, c'est le projet des ruelles bleues-vertes. Donc, on appelle ça ruelles bleues-vertes et je sais qu'au Québec, on en a à Montréal, on en a à Québec et puis un peu à Trois-Rivières. On n'a pas des ruelles partout dans vos municipalités, mais il faut voir que ce projet-là peut être réutilisé en grande partie sur d'autres espaces publics et privés d'ailleurs. Donc là, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on est sur des bâtiments déjà construits. On voit la situation actuelle, la goutte d'eau tombe sur le toit, souvent dans des drains au centre des bâtiments et s'en va directement dans les réseaux, les conduites vers la station d'épuration, vers les cours d'eau, comme je pouvais l'expliquer tout à l'heure. Et c'est la même chose pour les rues, les ruelles. Dans ce cas de figure, l'eau est drainée rapidement vers les conduites. Ce qui est proposé dans ce cas de figure, c'est vraiment ce que vous voyez à droite dans la situation après, c'est de venir collecter la goutte d'eau sur le toit, rendre l'eau le plus rapidement possible visible, notamment par des gouttières ouvertes, comme j'ai pu le présenter tout à l'heure, d'arriver dans les cours arrière, et là on parle de propriété privée, hein, d'arriver dans les cours arrière avec notamment des biorétentions, comme on le présentait aussi, favoriser l'infiltration, l'évapotranspiration, et finalement avoir un ouvrage partagé qu'on a appelé ici un jardin de pluie, donc comme une biorétention,
qui serait partagé entre le domaine privé et le domaine public et qui viendrait drainer à la fois les eaux de la ruelle ou de la rue ou tout autre espace imperméable et les eaux du domaine privé dans un ouvrage partagé. Donc, c'est sûr que là, on bouleverse un peu les paradigmes. Hein. On vient partager des ouvrages entre un milieu municipal et un milieu privé. On intervient sur le cadre bâti déjà existant. Je voulais vous présenter ce projet-là parce qu'il nous sert actuellement chez les ateliers Hublot, mais avec l'Alliance des ruelles bleu-vertes, à vraiment pousser certaines innovations qui, pour nous, sont des pistes de solutions pour aller plus loin dans les démarches de gestion durable des eaux pluviales. Donc là, comment on implique les citoyens, comment on agit dans le rétrofit, comment on partage les infrastructures, mais aussi tous les rôles et les responsabilités que ça peut incomber, l'entretien, etc. Donc là, je voulais vous présenter ça parce que pour nous, c'est un peu le summum de où on est arrivé avec des projets très locaux, de petites envergures, mais que s'ils se multiplient sur, disons qu'à Montréal, on a 400 km de ruelles, hein, s'ils se multiplient sur plusieurs kilomètres de ruelles, pourraient avoir un gros impact sur nos réseaux et sur nos infrastructures. Donc, on pourrait aller à la diapositive suivante. J'ai une question qui peut se répondre assez rapidement par rapport à la réflexion de route. Puis la question, c'était est-ce que le MELCC, le ministère de l'Environnement, ne pourrait pas imposer la mise en place d'ouvrages de GDEP? Présentement, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as vu des exemples où est-ce que le ministère peut, je dirais, infléchir certaines décisions? En imposant de la gestion durable des eaux pluviales? Ou en sujet. Je peux répondre en partie pour une chose. La semaine prochaine, j'ai parlé avec justement Martin Bouchard-Valentine du MELCC qui a travaillé sur le code là, de conception de gestion d'eau pluviale. Puis il y a juste 5 infrastructures qui sont privilégiées comme des fast-track, en fait, dans le document pour éviter l'autorisation. Tu peux aller dans ce qui est connu, c'est les bonnes pratiques en Amérique du Nord. Et l'objectif du MELCC, c'est de proposer de plus en plus de bonnes pratiques à l'intérieur du code. Donc, éventuellement, pour un promoteur ou une municipalité, il peut avoir un effet accélérant d'aller choisir dans les bonnes pratiques, puis le MELCC va travailler dans ce sens-là. De là à légiférer, je ne sais pas. Et je ne suis pas sûr que toute la souplesse que ça prend, puis je dirais les spécificités territoriales ou même communautaires seraient avantagées par l'idée de légiférer parce qu'on a le désavantage ou la mauvaise habitude de légiférer mur à mur et souvent c'est difficile de passer du rural à l'urbanité et en considérant toutes les options. Fait que je dirais qu'il y a une incitation du côté du ministère qui va augmenter avec le temps. Mais je ne sais pas, toi, ce que tu as vu, là, Pascal, dans des projets que vous avez fait à date, là? Effectivement, le ministère de l'Environnement, jusqu'à ce que tu viens de mentionner là, Sébastien, avait son guide sur la gestion durable des eaux pluviales qui oriente quand même beaucoup les concepteurs, mais légifère pas. Effectivement, oui, on a l'article 32, maintenant l'article 22, etc. On a ce que tu viens de mentionner, quelques pratiques là qui vont permettre d'aller plus vite dans cette démarche d'obtention de certificat d'autorisation, mais c'est ça. Je suis pas mal d'accord avec ce que tu viens de dire. Maintenant, les municipalités, les MRC ont leur réglementation, mais là encore, les MRC et les municipalités ne viennent pas imposer une manière de faire. Donc, vont imposer certains critères, indicateurs dans la réglementation qui vont finalement faire prendre conscience aux concepteurs ou aux développeurs que s'ils ne vont pas dans cette avenue, ils vont être perdants économiquement. Donc, je prends un exemple. Si une MRC ou une municipalité plutôt impose un fort pourcentage de verdissement sur les stationnements, c'est sûr que là, la question de la gestion durable des eaux pluviales va se poser. Si on a un 20% de végétation ou plus à mettre en place sur un projet, autant essayer de regarder l'option de gestion durable des eaux pluviales qui va venir en même temps faire d'une pierre deux coups dans ces espaces-là. Donc finalement, je dirais que c'est toute une série d'indicateurs et critères dans la réglementation municipale qui va venir non pas prendre le stylo du concepteur et lui dire ici tu devrais mettre une biorétention, mais plutôt lui dire voilà, vu toutes les contraintes que tu as, essaye de penser à une option adéquate là sur ton site. On en est là actuellement. OK, merci. On aura l'occasion, Geneviève qui posait la question, d'en reparler amplement la semaine prochaine aussi entre OBV. Oui. Oui. Effectivement, je pense que c'est un gros débat en fait. Est-ce qu'on impose ces pratiques-là ou bien est-ce qu'on essaye de les encadrer? Un gros débat.
Je vais juste terminer, enchaîner sur ce projet des ruelles bleues vertes. On a 2 sites pilotes, effectivement. Ces 2 sites pilotes-là font de la démonstration dans des cadres bâtis existants là, d'implication, disons, des citoyens et, disons, d'aller plus loin là, dans ces, justement, adaptations réglementaires et adaptation des pratiques. Donc, dans 2 arrondissements avec 2 typologies de rues et de bâtiments différents. Donc, on pourrait aller peut-être à la suivante. Ce qu'on a fait aussi, qui peut être assez aidant, c'est déterminer un coût type d'aménagement. Ici, on a modélisé, on parlait de modélisation tout à l'heure, on a modélisé un projet typique, moyen, représentatif du nombre de kilomètres de ruelles à Montréal, et on a évaluer les coûts que ça pourrait représenter pour gérer aussi différentes récurrences de pluie. Donc ça devient des très bons arguments quand on veut passer d'un site pilote à une répétition du projet. C'est que là, on arrive avec même un coût à la fois au mètre carré et un coût au mètre cube d'eau retenu. Donc ici, je voulais parler d'un stationnement. On parle de la ville de Cap-Santé. C'est actuellement, j'ai pas mis de photo de l'existant, mais actuellement c'est un stationnement en fait vraiment, je dirais, assez informel sur gravier, etc. L'objectif ici, ça a été de transformer le stationnement en une place publique. Et vous allez le voir, là j'ai quelques projets comme ça où on transforme le stationnement en place publique et on se sert de la gestion des eaux pluviales comme trame de fond, comme colonne vertébrale pour repenser ces aménagements-là. Souvent, on arrive avec ces pratiques-là comme la ligne directrice de la conception et en plus de ça, comme la ligne directrice aussi de la mise en place de différents processus municipaux. Donc, ce que vous ne voyez pas, bien entendu, en arrière de cette coupe, c'est tous les processus à laquelle la ville est en train de penser en arrière, de réflexion sur justement sa réglementation. On parlait de pourcentage de verdissement, on parle de nombre de places de stationnement, de surface imperméable. On va même jusqu'à discuter d'implication des citoyens, de plans de communication, etc., etc. Donc, on va se servir de ce projet, de ce laboratoire, de cette transformation de stationnement en place publique pour aborder toutes ces questions de réglementation et de planification municipale. Et c'est aussi le moment en fait, de se dire comment, grâce à ce projet-là, démonstration où la ville finalement se positionne comme une manière exemplaire par rapport au projet, pour inciter par la suite les promoteurs et les développeurs qui vont arriver dans la municipalité à essayer d'en faire de même. Donc ça a vraiment permis de définir tout un tas de critères, d'indicateurs avec la ville, les élus, les différents fonctionnaires. Et on en reparlera un peu plus loin, mais il y a différents supports aussi financiers actuellement, différents bailleurs de fonds là, qui peuvent être aidants pour aller vers ce type de démarche qui est quand même assez demandante. Là, c'est des démarches qui se déroulent sur une année et plus pour être capable de changer ces pratiques. Est-ce qu'il y a... J'avais une question, Pascal, sur la porte d'entrée, en fait, le choix de l'approche à prendre dans une municipalité. Est-ce qu'il y a la question, comment on fait pour évaluer? Moi, je vous dirais, souvent d'engager des experts conseils pour faire la démarche, là, mais il n'y a pas l'idée d'arriver tout de suite avec une méthode ou un projet directement. Là. Il y a toute l'approche de réfléchir aussi à ça. Là. Ça fait partie du processus GDEP de se poser d'abord la question sur ce qui se passe. Là. Oui, et puis c'est pour ça que j'enchaîne plusieurs exemples. Et c'est souvent des petits projets en termes d'envergure, vous allez le voir là, c'est des petits stationnements, des petites rues. Et chaque cas est typique. En fait, chaque cas est vraiment typique. En fait, je dirais que c'est à la fois du sur-mesure et du typique. C'est du typique sur-mesure, si on peut dire ça comme ça, parce que vous allez avoir une base. Finalement, vous allez commencer par un projet, puis vous allez en faire un deuxième, puis vous allez voir des réflexes là, qui vont se dessiner. Vous allez commencer à comprendre quel pourcentage de vos espaces sont nécessaires si vous voulez intégrer la gestion durable des eaux pluviales, etc., etc. Mais en même temps, chaque cas de figure est vraiment particulier.
Et là, effectivement, je pense que c'est ça qui fait la distinction entre un projet purement d'ingénierie. On a besoin de nos ingénieurs pour dimensionner les ouvrages. Ils sont précieux dans le cadre des projets que je vous présente là. Mais ce qui fait la différence entre un projet purement d'ingénierie et un projet qui inclut les disciplines de l'aménagement, c'est qu'on va se préoccuper des usages sur le site, les usages actuels, les usages projetés. On va se préoccuper aussi du contexte. Là, vous allez voir, mais le projet que je vais vous présenter tout de suite, contexte patrimonial, etc., etc. Donc, on va se préoccuper du contexte, on va se préoccuper de l'avenir aussi au niveau municipal. Est-ce qu'on va accueillir de nouveaux citoyens, de nouveaux projets, etc., etc. Donc, je dirais qu'il y a une base. Effectivement, on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Et puis, c'est vraiment l'objectif aussi. On veut multiplier ces projets, mais en même temps, chaque projet est unique puisque chaque projet est adapté à son site et à son contexte. Donc, il n'y a pas à évaluer justement pour un intervenant qui serait extérieur à une municipalité qui veut apporter assistance ou faire la promotion de la GDEP. Il n'y a pas cette première évaluation-là du stade de maturité ou de connaissance dans la municipalité. Ça veut dire que, tu sais, comme tu dis, quand ça fait 2, 3 petits projets qui se font, ben là, on peut arriver avec un grand facilement, mais si on n'a pas pris cette mesure-là, puis on arrive avec un projet pilote qui coûte très cher, on peut même faire peur aux gens. Il y a cette évaluation-là à faire. Exactement. Et là, je trouve que, par exemple, la Fédération canadienne des municipalités ou même je dirais, des outils comme l'autodiagnostic du ROBVQ ou même d'autres outils comme ça vont permettre de se faire une analyse. Quand tu parles d'analyse de maturité, c'est le terme qu'emploie la Fédération canadienne des municipalités quand les municipalités obtiennent une subvention, par exemple, pour intégrer la gestion durable des eaux pluviales. Ils font remplir à la municipalité une échelle de maturité. Et effectivement, je pense que c'est vraiment cette notion du dialogue avec les concepteurs, les décideurs, les fonctionnaires, etc., qui va permettre de savoir jusqu'où on est capable d'aller. Est-ce que, à partir de quand on s'arrête et est-ce qu'il y a, elle est où la jauge finalement? Où est-ce qu'il est le curseur? Et c'est intéressant de le faire en amont, mais c'est intéressant de le faire en aval aussi, d'être conscient de, OK, avec ce projet-là, on s'est rendu où? On s'est rendu jusqu'où? On va faire l'évaluation. En gestion de projet, c'est la base, c'est le bout qu'on saute tout le temps parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps. Une autre question, Pascal, parce qu'on on voit un plan comme ça. Est-ce que les promoteurs, est-ce qu'il y a une contrainte réglementaire par rapport aux eaux qui vont être amenées au cours d'eau, par rapport au régime hydrologique si on est près, par exemple, de cours d'eau, tout ça? Est-ce qu'il y a des... La réglementation, là, il y a beaucoup de types de réglementation, mais dans la provinciale, mais j'imagine que ça dépend aussi des municipalités. Chaque municipalité peut avoir sa réglementation sur les volumes et les débits. Sur les débits, alors il y en a, c'est 40 litres par seconde par hectare, d'autres c'est 20 litres, d'autres c'est 15 litres. Et puis même à l'intérieur d'une même municipalité, on peut avoir différents secteurs avec différentes obligations. Donc, soit c'est la municipalité, soit c'est la MRC. Et puis, en fait, ces réglementations-là sont vraiment déterminées, en tout cas, pas toutes là, mais certaines sont déterminées en fonction du contexte, justement, des milieux naturels, des milieux récepteurs. Mais il y a des municipalités qui n'ont pas encore conscience, et je pense que c'est en pleine évolution, de l'impact de cette réglementation sur leur milieu naturel. Donc, il y en a qui sont encore avec des gros volumes, des gros débits dans leur réglementation et qui juste sont pas conscients de l'impact que ça peut avoir. OK. La question, c'était aussi en lien avec l'installation, une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement. Mais comme je disais, pour répondre, il y a le code du nouveau code de conception là, qui édicte certaines normes pour faciliter, je dirais, les déclarations versus les autorisations. Et ça, c'est de plus en plus expliqué. Là. Oui, mais c'est pas tout, même à ça, exactement. C'est pas tous les projets qui sont assujettis à la loi sur la qualité de l'environnement. Il faut qu'on ait un réseau. Il faut qu'on crée un réseau pluvial. Si on ne crée pas de réseau pluvial, on n'est pas assujetti. Alors, c'est sûr que tout ça est en pleine évolution, comme disait Sébastien, mais encore là, c'est pas tous les projets qui vont être assujettis à la LQE. Donc après ça, ça dépend de la réglementation municipale ou de la MRC. Okay. En fait, pour conclure simplement, il n'y a pas de réponse unique aux situations. C'est vraiment du cas par cas où est-ce que vous êtes situé et il y a plusieurs échelles à considérer.
Oui, et je pense que ce qui est intéressant quand on arrive comme concepteur, c'est que si on arrive avec un projet de gestion durable des eaux pluviales et qu'on voit que la réglementation est peut-être pas assez solide ou inexistante, c'est peut-être d'aider aussi, de supporter la municipalité à s'outiller ou à améliorer ses outils existants. Super, merci. Tu veux continuer? Oui, oui, alors allons-y avec ce projet-là. Donc ça, c'est un autre projet de stationnement, ville de Neuville. Et là, vous pouvez voir exactement plusieurs réponses à ce qu'on vient de discuter. On est encore une fois dans un projet de stationnement et puis vous pourriez vous dire, ah ben en fait, il suffit de copier-coller ce qui a été vu auparavant. Mais là, on est dans un secteur patrimonial. Vous ne le voyez pas sur la photo, mais on a une pente quand même assez conséquente depuis le nord vers le sud. On a une église là qui est un des joyaux de la municipalité. Et puis, si on regarde vers le sud, on voit le fleuve Saint-Laurent. En fait, depuis le projet, on voit le fleuve. Et on est dans le cas, comme je l'expliquais en introduction, d'un réseau séparatif. Alors, les eaux du stationnement et des rues avoisinantes s'en vont vers le fleuve avec tout le lessivage des huiles et des hydrocarbures que ça peut représenter, tous les impacts que j'expliquais tout à l'heure. Donc là, au niveau pédagogique, visibilité, les réalisations sont assez importantes. Donc là, comment on fait le lien pour un citoyen en termes de pédagogie entre le stationnement, le fleuve, les impacts que ça peut représenter, mais aussi comment on peut se dire, on profite de cette volonté municipale de faire un projet de démonstration autour de la gestion de l'eau et des impacts au milieu naturel pour repenser une place publique. Une place publique qui met en valeur la gestion de l'eau. Donc sur ce projet-là, en fait, on est vraiment même allé reprendre la thématique des marées, parce qu'arrivé à Neuville, on ressent les marées. Donc, comment on peut s'inspirer des marées pour gérer les différentes récurrences de pluie et mimer ce qui se passe dans le fleuve sur le stationnement, faire un jeu d'écho entre les deux. Donc là, vous voyez, oui, on vient résoudre des problématiques techniques, on retient les eaux, on va même traiter la qualité de ces eaux-là avant le retour dans les conduites. Il faut noter que ce n'est pas juste en travaillant sur stationnement qu'on va résoudre les problématiques qualitatives et quantitatives dans le réseau municipal et dans le fleuve. Il va falloir qu'après, il y ait un enchaînement de projets, mais on vient aussi travailler sur les questions d'amélioration du cadre de vie, amélioration c'est ça, du cadre de vie et on parlait tout à l'heure de places multifonctionnelles, mais là, c'est même plus la thématique centrale n'est plus le stationnement, mais vraiment une place publique avec usage de stationnement. Donc, on vient, grâce à la question de l'eau, se servir de l'eau comme bras de levier pour même aborder des questions de mobilité et d'imperméabilisation des sols. Là, il y avait la question des outils tantôt. Là, ce qui était montré, parce que je voyais que c'était un fond de map Google. Est-ce que vous avez simplement dessiné par-dessus ou c'était des couches? Est-ce qu'on peut revenir peut-être à la page d'avant? Oui. En fait, oui. Tout simplement, la photo de droite, c'est dessiné sur une page Google. Donc ça peut être très rapide, très simple. On a dessiné les sous-bassins versants. En fait, ce qui est illustré là, c'est les sous-bassins versants relatifs au projet. Donc, on commence à comprendre un peu comment le drainage va s'organiser, la toiture, les différents bâtiments, les surfaces imperméables, etc. Donc, c'est uniquement tracé sur une vue Google. Et l'illustration à gauche, c'est fait sur SketchUp et InDesign. Donc, c'est vraiment partie d'un fond de plan AutoCAD qui a été transformé par la suite en PDF et retravaillé avec les outils que je viens de mentionner. En fait, c'est pas obligé d'être complexe, mais l'idée, c'est de bien illustrer, là, je pense. Oui, surtout que sur l'illustration à gauche, vous voyez le positionnement des différentes infrastructures de gestion de l'eau. Donc, tout ce qui est bleu, c'est ça. Et puis, vous voyez aussi toutes les surfaces, en fait, qui vont être drainées vers le stationnement et ce qui va être verdi, mais ne permettant pas la gestion de l'eau. Donc là, j'aurais pu montrer d'autres illustrations, mais on a aussi profité de ce projet pour montrer les niveaux d'eau en fonction de la temporalité dans le projet. Et ça peut se faire de manière très, très simple. Ouais, en fait, je pense que c'est un facteur à considérer. S'il y a trop de données techniques, des fois, on peut perdre beaucoup de gens. Il faut viser au moins avoir une entrée en matière simplifiée là, pour présenter le phénomène. Oui, et puis aussi que les outils, nous, une fois qu'on est parti, il faut que les outils puissent être réutilisés par d'autres consultants, par la municipalité. Donc, c'est aussi ça l'objectif. Et souvent, ces projets font l'objet de présentations publiques. Alors, effectivement, il faut que ce soit parlant. Ici, je voulais vous présenter
un autre stationnement, je trouve que c'est c'est pour ça que j'en parle beaucoup, je trouve que c'est un bras de levier assez facile pour les municipalités pour aborder la question. Ici, c'est l'Institut Philippe Pinel, donc l'Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel à Montréal. Eux, c'est un projet ils ont actuellement 400 places de stationnement. Ils voulaient en rajouter 100. D'habitude, hein, c'est pas le genre de projet qu'on favorise, l'augmentation des places de stationnement. Mais ici, on a vraiment travaillé sur la thématique de la révision de la forme complètement du stationnement. Donc là, j'ai pas pu, on est limité dans le temps, là, j'ai pas pu vous mettre le stationnement tel qu'il est actuellement, mais il faut imaginer qu'en avant du bâtiment, vous avez un stationnement conventionnel avec des voitures en rangée. Ici, là, ce qu'on propose, c'est vraiment un stationnement en alvéole et on vient, je dirais, profiter de chacune des alvéoles pour traiter et gérer les eaux pluviales au centre et au pourtour de chacune d'entre elles. Et aussi, ici, on est sur un cas particulier. Hein, on a la végétation envahissante, on a du nerf-prun, de l'herbe à puce, l'herbe à poux, etc. etc. Donc, on profite. De toute façon, leur but, c'était d'enlever cette végétation-là pour créer différentes places et espaces publics. Donc, on profite de l'aménagement du stationnement pour travailler sur l'enlèvement des végétaux envahissants. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on va gérer l'eau de pluie dans chacune de ces alvéoles. C'était surtout pour vous illustrer les différentes formes que ça peut prendre. Et en façade du bâtiment que vous pouvez voir sur la droite, on va avoir des bassins avec des niveaux d'eau permanents. Et l'objectif, c'est vraiment de rendre visible l'eau pour les patients en fait, qui sont dans le bâtiment. Donc là, on parlait tout à l'heure des bénéfices associés à la gestion de l'eau, mais ici, on va vraiment travailler sur la visibilité de l'eau et la récurrence des pluies et le mouvement de l'eau sur le site pour en faire bénéficier les patients. Donc, on va travailler à la fois santé mentale et santé environnementale. Alors, on parlait de multidisciplinaire tout à l'heure, mais ici, on a même des psychologues là, qui travaillent avec nous sur ce projet-là. Donc, on va avoir 2 bassins niveau d'eau permanents, disons 4 ou 5 petites placettes publiques le long de la voie centrale, de la biorétention dans chacune des alvéoles. Donc, ça devient aussi un enchaînement de différentes pratiques et un objet de démonstration aussi de ce qui pourrait se faire dans la réflexion de milieu de la santé, de milieu hospitalier. On parlait de bassins secs ou de places publiques tout à l'heure. J'en ai présenté certains stationnements qui sont en train de se transformer en stationnements et places publiques. Là, je vous présente le Water Square, donc qui est un projet qui est en train de se mettre en place dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Donc vraiment, là, on est sur une place, une ancienne station-service qui va être transformée en place publique avec gestion des eaux pluviales. Donc là, il y a toute cette question de multifonctionnalité, la question de la sécurité. Et puis là, tout à l'heure, on parlait de changement de pratique municipale, mais comment on rend visible l'eau, puis comment on rend ça sécuritaire, tout en étant multifonctionnel et 4 saisons. Donc, c'est vraiment beaucoup d'enjeux qui peuvent paraître simples, mais sur un espace restreint en milieu urbain, c'est quand même toute une évolution de pratique. Et là, quand on parlait d'outils tout à l'heure pour illustrer, bon, vous pouvez voir, là, c'est quand même assez simple. Hein, c'est des perspectives qui ont été montées avec SketchUp. Et on voit en haut à droite alors les différents niveaux d'eau en fonction des récurrences de pluie. Alors, c'est simplement illustré de cette manière-là. Voilà. Puis est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait différentes opportunités de financement dans le projet? Est-ce que la ville a poussé? Là, je voyais le nom d'une entreprise privée aussi. Là, c'était quoi, je dirais, les sous là, ou les provenances de sous dans ce projet-là? Oui, dans ce projet-là et dans les précédents, il y a eu beaucoup de supports de bailleurs de fonds, que ce soit la Fédération canadienne des municipalités, le programme de gestion durable des eaux pluviales du MAMACH, etc. Le projet des ruelles bleues vertes, il bénéficie aussi du Fonds d'action québécois pour le développement durable, du Fonds de rayonnement de la métropole. Donc, la plupart des projets, sauf celui de l'Institut Philippe Pinel, ont bénéficié de financement. Okay. Puis,
Je fais une petite coupure parce que j'ai eu un flash, puis il est sorti un projet de loi qui va être rapidement adopté, dont un des éléments, c'est le ministère des Affaires municipales, et il y a un point de réglementation qui touche directement la GDEP. Tantôt, par rapport à la question d'obligation ou d'encadrement, là, puis tout le monde va être content d'entendre ça, qu'en fait, c'est marqué clairement comme ça, là, je le lis texto, l'identification de toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilité ou sujette au phénomène d'îlot de chaleur, ainsi que la description de toute mesure permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques. Fait que dans la loi sur l'aménagement du territoire, puis dans le cas des inondations, tout ça, il va y avoir une obligation qui s'en vient dans la loi d'identifier les zones imperméabilisées et d'identifier des méthodes ou des bonnes pratiques pour remédier aux effets nocifs et négatifs. Fait que quand on parlait tantôt d'encadrement, là, ça s'en vient dans la loi. Puis là, il y aura peut-être une opportunité d'aller aider les municipalités, là, pour ceux qui sont des intervenants externes. Là, puis pour les municipalités, de faire appel à des gens spécialisés. Là. Oui, et ça, je pense que ça vient avec la responsabilité dont on disait tout à l'heure, hein, cette prise de conscience et de responsabilité, et aussi d'arrimage entre les outils de planification et de gestion de l'eau. Et beaucoup de municipalités actuellement sont en train de devoir mettre en place des plans directeurs de gestion de l'eau et d'arrimer leur plan directeur d'aménagement avec leur plan directeur de gestion de l'eau. Donc, c'est des très bonnes nouvelles. Là, je rentre dans un autre type de projet, fini les stationnements et les places publiques. Un projet, effectivement, de communication avec les citoyens pour viser à déconnecter les gouttières et à gérer les eaux de pluie sur leur propriété le plus possible en retenant les eaux par exemple, des jardins de pluie, de la biorétention ou encore par des barils de récupération des eaux de pluie. Donc vraiment, ça c'est un type de brochure qui a été distribué à des citoyens dans la municipalité de Bedford, dont l'objectif c'était vraiment de les sensibiliser sur leur rôle à jouer pour diminuer leurs impacts sur les réseaux municipaux et les milieux naturels en intervenant chez eux. Et puis ça c'est relié à une révision de la réglementation, bien entendu. Donc, c'est vraiment de la sensibilisation en parallèle de mise en place de réglementation. Et c'est vraiment des bonnes pratiques ici qui sont détaillées et précisées. Donc, on vient supporter le citoyen dans la mise en place de ces pratiques avec des illustrations et des schémas et des explications. Et cette démarche-là a été complétée par des patrouilles auprès des citoyens pour les sensibiliser. Je pense qu'il y a des éléments non négligeables. Ici, je voulais vous présenter un projet de nouveau quartier fait par le groupe Robin à Saint-Hyacinthe. On travaille peu avec les promoteurs. En fait, c'est souvent assez difficile de les convaincre d'aller de l'avant avec ce type de pratique malgré notre expérience et puis les arguments qu'on peut avoir. C'est pour ça, là, c'est assez difficile d'aller les convaincre d'aller de l'avant, mais par contre, ils ont des gros impacts sur la densification, l'étalement urbain, etc. Donc là, c'est un projet quand même assez intéressant, même si, bien entendu, tout n'est pas rose. Hein. On est sur un projet d'étalement sur des terres agricoles, etc. Mais l'aménagement paysager, tout l'aménagement des espaces extérieurs est basé sur la gestion durable des eaux pluviales. Vous voyez l'envergure du site, c'est certain que c'est un site qui peut prendre plus d'une dizaine d'années à mettre en place. Et on parle de temps, hein, de temporalité, mais comment on fait pour mettre en place des infrastructures sur le long terme? Comment on fait pour prévoir en amont ces infrastructures pour qu'elles atteignent un certain niveau de maturité, d'efficacité en amont du projet, puis aussi comment on peut en faire bénéficier les futurs citoyens ou les citoyens déjà existants en amont. Donc là, il y a vraiment des questions de phasage, des questions d'investissement, d'économie, de réglementation aussi et de développement d'incitatifs pour faire aller de l'avant un promoteur sur ce type de projet quand même d'envergure. Donc je pense qu'on a abordé beaucoup des arguments tout à l'heure, mais ici on est dans un cas particulier où la municipalité quand même appuie beaucoup le projet puisque pourrait s'en servir comme laboratoire pour justement améliorer elle-même sa réglementation. Donc là, c'est un peu le cas inverse. Le promoteur prend les devants,
dépasse les objectifs réglementaires et va devenir même pourrait devenir un laboratoire au niveau municipal. Donc là, c'est le promoteur en tant que tel qui va s'outiller et puis impulser une démarche municipale. Donc là, c'est assez original et atypique. Là, il ne faut pas croire que tous les promoteurs fonctionnent de cette manière-là. Mais pour synthétiser là-dessus, je pense que c'est vraiment cette question de phasage des infrastructures sur des projets prévus et planifiés sur le long terme. Un dernier exemple, en fait, je voulais vous parler d'un quartier déjà existant, Ville de Mercier, où là, on est sur des développements déjà existants avec plusieurs bassins secs présents sur la municipalité, plus d'une douzaine. Ces bassins secs sont clôturés. Et là, vous pouvez voir sur l'illustration présence de phragmites, notamment dans les bassins. Donc là, c'est sûr que depuis tout à l'heure, on parle de gestion durable des eaux pluviales. Je vous ai même parlé de bassins secs, etc. Et la question était posée tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut, en gros, c'est est-ce qu'on peut systématiser ces approches-là? Est-ce qu'on peut les standardiser? Là, c'est un peu ce qui s'est passé. Ça a été standardisé. Chaque nouveau secteur du développement ou du quartier a été imaginé de la même manière. Donc, à chaque fois, on construisait une nouvelle phase, puis là, ou un nouveau secteur, puis là, on rajoutait un bassin sec. Même méthodologie, on le clôturait, puis le développeur s'en allait et on répétait la même chose constamment. Ce qui s'est passé, c'est que ces projets-là sont retrouvés inadaptés aux besoins des citoyens, négligés, et finalement, à peine quelques années plus tard, là, il faut penser à réfléchir ces espaces-là, à les ouvrir pour des espaces publics, et puis là, c'est une question de coût. C'est une question de volonté, c'est une question aussi de capacité à être capable de revoir ces espaces-là pour qu'ils soient à la fois fonctionnels au niveau en termes d'espace public, mais aussi fonctionnels au niveau technique. Donc, je dirais que c'est un peu un contre-exemple ici que je vous présente. Sinon, j'ai une autre question. Parce que là, tu montres des choses qui ont bien marché, mais est-ce qu'il y a aussi des situations dans lesquelles ça a carrément bloqué, des trucs qui ont arrêté, puis tu parlais de la partie évaluation, là, tantôt je disais c'est ce qu'on saute rapidement en gestion de projet, là, mais justement, donc les échecs, puis probablement sur lesquels vous avez appris même, j'imagine. Oui, nos échecs et puis ceux aussi qu'on vient récupérer. Sur tous les projets que je vous mentionne là, il n'y en a pas un qui n'a pas eu d'embûche en fait. Là, on les présente de manière un peu glorieuse, mais les ruelles bleu verte, ça fait 10 ans. Il n'y a pas encore un projet qui est sorti de terre. Et là, c'est à grand coup de subventions et de bénévolat. Donc, c'est ça, ça prend beaucoup de persévérance. Le projet de l'Institut Philippe Pinel, malgré l'intérêt de 4 ou 5 ministères différents autour de la table, n'est pas sorti de terre non plus. Les 2 projets de stationnement Neuville et Cap Santé ont été fortement subventionnés. On a hâte à la suite des choses. Le projet du promoteur à Saint-Hyacinthe, finalement, est-ce que la ville va embarquer, oui ou non? Est-ce que ça va même restreindre les volontés du promoteur? Donc, c'est ça. Chacun s'inscrit sur un temps long avec des difficultés et prend énormément de volonté. Là, il ne faut pas se le cacher. En fait, plus le projet est d'envergure, plus c'est le cas. Mais même, je dirais, sur des petits projets, on parlait du Water Square tout à l'heure, les questions de sécurité, de pouvoir toucher l'eau, pas toucher l'eau, analyser l'eau, etc. On se retrouve constamment, en fait, dès qu'on pense avoir, et là, je ne veux pas paraître pessimiste, j'ai été optimiste depuis tout à l'heure, mais dès qu'on pense à avoir découvert la totalité de l'iceberg autour de la gestion des eaux pluviales, il y a toujours une nouveauté ou une nouvelle demande de justification à savoir est-ce que ça va fonctionner. On a traité de la quantité, de la qualité, de l'entretien, questions hivernales. On pense avoir fait le tour du sujet, puis là, c'est d'autres questions qui vont surgir. Donc, on est constamment dans la justification de cette approche. Et je pense que ce qui vient nous aider quand même à faire aboutir des projets, c'est la présence de la recherche. En fait, ça vient vraiment, les milieux universitaires viennent vraiment nous donner une assise scientifique qui fait que ça donne de la crédibilité et ça va permettre souvent l'émergence des projets. Mais ça prend la bonne personne à la bonne place au bon moment.
Ouais, donc, plus, je dirais, un état de défrichage dans les projets GDEP qu'une voie toute tracée, là, surtout que c'est particulier à chaque fois. J'ai une autre question, puis qui va un peu dans ce sens-là. Comme certains projets ont atteint une certaine maturité, là, on parle d'entretien, tout ça, mais je demande donné, si on réserve un corridor écologique où on a une grande zone qu'on a verdi, ben là, il y a peut-être des espèces qui vont vouloir s'installer, surtout celles qui sont agressives, les espèces envahissantes, des animaux nuisibles qui vont profiter de ça comme un air protégé. Est-ce qu'il y a justement des situations comme ça où est-ce qu'il y a parce que c'est complexe, là, on s'entend qu'on recrée un peu un écosystème, mais là, il y a d'autres paramètres qui s'ajoutent là, dans la gestion de l'entretien, si on veut. Là. Oui, et là, je ne sais pas quel temps il nous reste. J'ai prévu des diapositives sur la question de l'entretien, mais je dirais que ça prend en amont de réfléchir à l'entretien dès la conception. Actuellement, nos observations, c'est que ça ne diffère pas d'un entretien paysager conventionnel. Les ouvrages sont dimensionnés aussi pour ne pas retenir l'eau plus longtemps que nécessaire pour ne pas favoriser l'apparition d'insectes ou de moustiques, etc. Mais ça apprend d'y penser en amont, de prévoir un budget pour l'entretien. Et puis l'entretien de ces pratiques-là, ce n'est pas juste de l'entretien. Je pense que ça inclut une phase de formation, puis de pédagogie pour le public. Donc on pourra en reparler tout de suite après. Mais on n'a pas eu de mauvaise surprise. Actuellement, on a plusieurs projets là, qui sont suivis puis qui sont en fonction, hein, malgré ce que je peux dire que j'ai pu dire là, qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a beaucoup de projets en fonction. On n'a pas eu de problématique d'invasion, par exemple, de faune indésirable ou de flore indésirable. OK. Super. Ben, on peut continuer, surtout si tu en reparles tantôt. Puis, question timing, là, on arrive à 3h20. On a commencé un petit peu, je dirais, en vitesse plus basse parce que la présentation n'était pas là. C'est sûr que si on peut essayer d'aller vers une conclusion d'ici 10-15 minutes, mais on pourrait toujours continuer un peu plus à discuter, mais plus sur des questions après. Là. Très bien. Donc, je vais aller rapidement. Ça, c'était une illustration pour présenter les temps longs et courts en fait, des projets. Je pense que c'est une question centrale. Les citoyens veulent voir leur milieu de vie s'améliorer rapidement. Ça, c'est ce qui se passe sur le temps court, hein, ce qu'on a pu mettre ici sur la ligne bleue, la conception des projets. Il faut que ça aille assez vite. Les citoyens veulent voir leur milieu de vie changer. Mais ce milieu de vie et ces projets-là ne peuvent pas se mettre en place sans le changement des pratiques profondes. Donc ça, c'est un temps plus long. Donc ça, c'est l'autre ligne qu'on illustre. Alors ces temps-là vont s'entrecroiser. Et bien entendu, je parlais du support de la recherche tout à l'heure, mais la recherche va venir influencer le changement des pratiques et la conception des projets. Donc là, je mettais une petite illustration justement qui nous a servi d'outil pédagogique pour le projet des ruelles bleues vertes et expliquer ces variations de temporalité en fonction aussi des échelles spatiales, hein, comment on peut travailler sur les projets à une échelle micro, donc vraiment sur les sites, et en même temps avoir des impacts à une échelle plus macro sur nos milieux naturels, tout en changeant les pratiques et tout en quand même réalisant des projets pour avoir de la démonstration. Donc ça, c'est le genre d'outil pédagogique dont on sert aussi pour discuter avec les citoyens et les élus. OK. On s'en sort pas, c'est pas unidirectionnel et c'est pas unidimensionnel, c'est toujours multi et puis il faut toujours avoir un esprit multi et quand on avance dans toutes les étapes. Là. Exact. Bon, toujours dans les outils pédagogiques qu'on utilise, hein, ça vient répondre à certaines questions. Comment passer d'un projet pilote à une répétition et comment une municipalité peut capitaliser sur ses investissements pour répéter la démarche. Là, on essaye d'être ludique. Ça, c'est le genre aussi d'illustration pour les élus. Alors, comment on travaille sur les processus qui est la boîte, le contenant, et en même temps sur les aménagements, le contenu. Puis, comment on s'assure que tout ça s'imbrique comme il faut. Alors, c'est le genre d'illustration un peu ludique là, qui vient illustrer nos propos sur ces sujets-là. C'est sûr que tout ce que je viens de dire là, depuis tout à l'heure, il y a les aménagements physiques, mais il y a tout ce qui se passe en trame de fond. Ici, c'est vraiment ce qu'on a pu réaliser dans les dernières années. C'est assez récent quand même qu'on arrive à ramener les citoyens
et les autres parties prenantes autour de la démarche. Là, vous voyez en bas à gauche les ateliers de conception de pratiques de gestion durable des eaux pluviales avec des citoyens et des organismes locaux autour de la même table. En haut à gauche, des séances d'information sur les sites avec les citoyens. Pareil, au centre, en bas, des citoyens qui présentent la conception d'une ruelle bleue-verte et la question de l'eau. Alors là, on a un jeune citoyen, là, un futur concepteur de pratiques de gestion durable des eaux pluviales. En haut à droite, les étudiantes en design industriel qui viennent réfléchir aux matériaux pour mettre en valeur l'eau, le bruit, le mouvement de l'eau dans des projets d'aménagement. Donc, vraiment, elles nous présentent leur maquette. Et puis, en bas à droite, des séances d'information dans des assemblées générales de copropriétaires, justement, pour venir formaliser l'intégration des pratiques dans leur copropriété. Donc, c'est ça. C'est là qu'on intervient. Là, c'est sur le terrain, avec les citoyens, avec les organismes et les nouvelles générations aussi. Je dirais les jeunes sont très impliqués. On parlait tout à l'heure de multidisciplinaire. En haut à gauche, là, vous voyez toute une équipe économistes, ingénieurs électriques, mécaniques, architectes paysagistes. On a les ingénieurs civils, les biologistes. Tous ces gens-là et 2 ou 3 organismes aussi locaux là, sur l'illustration à réfléchir au projet des ruelles bleues-vertes. Donc, c'est ça. On n'est plus simplement 1 ou 2 autour de la table. C'est ça que ça ressemble en vrai, une équipe qui travaille sur la gestion durable des eaux pluviales. L'illustration juste avant, là on voit l'élu à l'eau de la ville de Montréal, on voit en bas les élus aussi au développement durable, maire d'arrondissement, etc. Je pense que ça passe par justement cette appropriation par les élus, prise de conscience des élus, présence sur le terrain aussi auprès des citoyens, des élus pour discuter de cette importance de la question de l'eau. Donc là, c'est ça, vous les voyez sur le terrain avec les citoyens, là au pupitre, c'est une citoyenne qui présente, on dévoile des pancartes, etc. Ça peut paraître un peu des objets de communication, mais finalement, ça vient attiser l'intérêt des citoyens, ça vient démontrer aussi aux élus qu'il y a un intérêt des citoyens pour ces pratiques-là. Alors, je pense que c'est vraiment un beau, des belles démarches là, à penser aussi autour de vos projets. On parlait des universités tout à l'heure, on ouvre nos portes aux universités. Là en bas à droite, c'est l'université d'été, une université d'été là, qui regroupe différents pays qui participaient au projet des ruelles bleues-vertes. Donc vous voyez le nombre d'étudiants, on prend le temps avec les étudiants, les chercheurs pour visiter les sites, partager l'information et aller chercher en contrepartie leur appui, leurs idées. Alors je pense aussi que c'est ça ce jeu gagnant-gagnant en fait pour tout le monde. Mobilier transitoire, on parlait du temps long et du temps court tout à l'heure. Comment on fait passer cette transition, comment on travaille cette transition entre l'idéation, la prise de décision, la conception et finalement la construction des projets auprès des citoyens. Le temps peut paraître très long. Là, sur ce projet-là, on a imaginé du mobilier transitoire, alors qui va permettre de mimer un peu l'emplacement que prendra par la suite les pratiques de gestion durable des eaux pluviales sur le site, de manière ludique, récréative, etc. Et sincèrement, ça a permis aussi de faire accepter que oui, on est dans des pratiques innovantes, ça prend du temps, ça prend de faire changer les pratiques. Donc, c'est le genre d'idée aussi que je peux vous proposer ici. Des panneaux pédagogiques. Ici, c'est 2 panneaux justement destinés aux ruelles bleues-vertes où on explique très simplement avec des illustrations de projets tels que projetés, quelques points clés, pourquoi ce projet-là, etc. Donc, c'est très simplifié. Ces panneaux-là vont être mis sur les sites en amont même de la construction. Et on parlait de bailleurs de fonds tout à l'heure, mais là, vous voyez aussi les différents bailleurs de fonds là, qui supportent les démarches et la manière dont on illustre tout ça. Donc, rapidement, quelques outils aussi. On disait les citoyens, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Alors là, on avait prévu des petits macarons, ruelles bleues-vertes, les citoyens les arborent. Et puis là, la discussion s'enclenche. Ah, tu vis dans une ruelle bleue-verte. Ah, mais c'est quoi une ruelle bleue-verte? C'est quoi la gestion de l'eau? Donc, le citoyen devient l'ambassadeur aussi lui-même du projet. C'est très intéressant. Parler d'entretien rapidement, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, il faut le voir en amont du processus. Ça s'apparente quand même pas mal à de l'entretien d'aménagement paysager conventionnel. Il y a eu plusieurs outils aussi qui ont été mis en place. Je pense que sur les diapositives suivantes, on peut les voir.
On pourrait parler d'entretien hivernal, effectivement, mais l'entretien hivernal et le fonctionnement hivernal, il y a plusieurs outils qu'on pourrait communiquer au besoin, Sébastien, sur ces questions d'entretien hivernal. Mais ce qui est intéressant, je pense à la diapositive d'après, c'est qu'on a pu mettre, comme sur le cas du marché public de Longueuil, des outils pour suivre l'entretien, donc de la cartographie, des journaux de bord, je pense à la page suivante. Voilà, des journaux de bord, des fiches techniques qui permettent de passer le relais entre l'équipe de conception et l'équipe qui va s'occuper de l'opération et de tenir à jour des données, des informations, les répertorier et pouvoir commencer à quantifier les activités, les ressources humaines et l'argent nécessaire pour réaliser ces activités. Il y avait une question, mais là, c'était dans le clavardage général, là, mais par rapport à la présentation, je ne sais pas si la personne est arrivée plus tard, mais on va tout mettre ça en un seul bloc, un seul document, puis il y aura peut-être justement les ajustements que tu disais, là, si vous voulez consulter par la suite. Là. Je te laisse continuer. On a encore un petit 3-4 minutes. Oui, j'ai terminé ici. En fait, je pense que c'est pour information. Si on veut pousser plus loin dans une municipalité, ces démarches, les démarches que je présentais, il y a différents fonds qui sont disponibles. J'en ai mentionné certains ici. Je pense que ça peut donner un coup de pouce aux porteurs de projets, surtout si l'ambition, c'est de démarrer par une sorte de laboratoire et de le répéter par la suite. Je pense que la reconnaissance aussi au niveau municipal est intéressante et importante pour les élus, pour les équipes, pour les citoyens. Donc là, on a bien entendu indiqué le programme de gestion, le programme d'excellence en gestion des eaux pluviales de Réseau Environnement, qui va être un bel outil, communauté de pratique intermunicipale. Des projets aussi qui peuvent paraître éloignés de la gestion durable des eaux pluviales, mais comme l'initiative stationnement éco-responsable du Conseil régional de l'environnement de Montréal, qui intègre un bon volet sur la gestion durable des eaux pluviales et qui va devenir pan-québécois là, dans les prochains mois, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est quelques outils là, qui peuvent vous permettre quand même d'aller plus loin dans vos démarches d'intégration de ce type de projet. Donc ça fait le tour. Je m'excuse pour les problématiques techniques de début de présentation, là, bien involontaires de notre part. Mais à l'image d'un projet GDEP, il faut travailler en persévérance. Puis je pense que là-dessus, tu fais la démonstration que tu en as en réserve. J'invite là, les gens, puis je me suis permis d'insérer les questions au fur et à mesure de la présentation, mais s'il y en a d'autres, là, comme on est parti un peu plus tard, je sais qu'il y en a qui ont, bon, il y a 2-3 personnes qui ont quitté, là, on peut continuer, on arrive au timing, au timing de fin qu'on avait annoncé, mais je pense qu'on pourrait avoir de la place encore pour 2-3 questions là, pour aller dans un beau 2 heures. On invite les gens à se prononcer sur le petit onglet questions et réponses juste en dessous. Puis s'il n'y en a pas, vous pouvez aussi peut-être nous les envoyer suite à la présentation à nos adresses courriel respectives. Elles sont annoncées dans les invitations que vous avez envoyées. On va vous faire suivre l'enregistrement, comme on a dit, de cette présentation. Merci Pascal, ainsi que la documentation que tu nous as proposée. Ah, je vois qu'il y a une question. Oui, si on veut développer ce type de projet, devons-nous faire appel à des experts et des ingénieurs? C'est sûr que, bon, j'imagine, Pascal, tu vas parler un peu des services externes, là. Je vais essayer de le faire moins biaisé, puis je te laisse, je te passe le relais après, mais c'est pour ça qu'on a demandé à Pascal de venir, puis qu'on demande à des experts de venir dans les ateliers GDEP, parce que souvent, l'expertise, vous l'avez vu, c'est du multi. Fait que ça prend quelqu'un qui va agir à l'interne de ça ou donner des pistes de départ. Fait que c'est assez rare que vous ne ferez pas appel à quelqu'un d'extérieur, à moins que vous soyez un grand centre urbain qui comprend des ressources très spécialisées. Dès qu'on rapetisse en termes de communauté, souvent, ça devient incontournable aller à l'extérieur. Sur le territoire, il y a peut-être toutes sortes de gens, mais c'est d'où l'importance d'une démarche multi. Mais je pense que, là, Pascal, tu pourras te lancer sur cette piste-là, mais c'est difficile de faire abstraction des spécialistes ou des experts externes, là, dans le cas de la GDEP. Là. Oui, et puis, bon, je veux pas, c'est sûr que comme tu dis, j'ai un regard biaisé, mais je pense qu'il y a quand même une bonne étape qui peut être faite, même dans des petites municipalités en amont.
de l'arrivée des consultants et du personnel extérieur. On parlait tout à l'heure d'analyser les besoins, d'analyser les problématiques vécues. Souvent, même les municipalités font appel à nous et sont pas totalement elles-mêmes sûres de leurs problématiques. Donc, je pense qu'il y a un bon bout de chemin qui peut être fait sur le discernement des problématiques, des enjeux, des outils déjà mis en place dans les municipalités. Et souvent, on néglige aussi les organismes autour des municipalités, les conseils régionaux, les organismes de bassin versant et d'autres organismes autour de ces sujets-là qui, eux, souvent ont même de la documentation qui ont été produites et qui peuvent vous aider dans ce premier ratissage là, de compréhension de vos enjeux et problématiques. Et là, après, je pense qu'effectivement, j'appuie ce que dit Sébastien. C'est sûr que je ne veux pas effrayer en disant ça prend une multitude là, de consultants autour de la table pour y arriver. Je pense que chaque projet est différent, mais minimalement, des gens en ingénierie civile, des gens en urbanisme, architecture de paysage. Et puis après ça, en fonction des contextes, les disciplines peuvent être variées. OK. J'avais une question plus technique. Est-ce que le gouvernement n'exige pas un débit de relâche de 30 litres secondes à l'hectare? Donc, on parlait tantôt de normes. Il n'y a pas une norme, justement, provinciale qui est générale? Non, mais il y a même des municipalités qui ont des 40 litres par seconde par hectare encore dans certains secteurs. Donc, tout ça est en train d'être harmonisé progressivement, mais il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, là, de chapeau à tout ça. OK. Il y a quelqu'un qui demandait de quoi je parlais tantôt. Le projet de loi, c'est le projet de loi 67. Le PL 67, vous irez chercher sur l'Assemblée nationale, c'est là. Je vais peut-être te demander une petite conclusion, mais je vais glisser avant le petit mot de la démonstration, selon moi, que Pascal a fait aujourd'hui, c'est que c'est impossible de faire un projet GDEP seul, avec expert ou pas, mais dans une communauté. Si vous êtes seul, vous passez à côté de la nature même du projet GDEP. Là. Je vais te laisser le mot de conclusion par rapport à ce qui s'en vient, en fait, peut-être Oui, je pense que ce qui s'en vient en GDEP, c'est vraiment la maximisation de la mise en valeur des bénéfices écosystémiques. Dans mon titre, je parlais de démarche holistique, mais je pense que c'est comment on met en valeur tous les bénéfices associés à ces pratiques-là pour répondre, oui, aux enjeux de gestion durable des eaux pluviales, mais à bien d'autres enjeux reliés à nos territoires et au changement climatique, etc. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. C'est aussi le partage des responsabilités qui s'en vient au niveau des GDEP, partage des responsabilités entre les propriétaires privés et municipaux et tous les enjeux en termes de responsabilité, les incitatifs même économiques, disons, un peu cachés actuellement. On parlait d'assurance, etc., de code de crédit. Donc, pour moi, c'est tout ça qui s'en vient. Le partage des responsabilités surtout. Une belle discussion collective en perspective. Exactement. Là-dessus, puis moi, je trouve que ça finit bien parce qu'on pourrait continuer. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on avait du jus en masse. J'ai parlé de sondage tantôt. Je pense qu'on va skipper ça. Là. On n'aura pas le temps techniquement parce que les plateformes Zoom sont des lieux maintenant très occupés. Il faudrait éventuellement céder notre place là, sur la présente plateforme. Mais on va probablement vous rejoindre par courriel pour voir là, qu'est-ce qui vous intéresserait pour la suite. Puis je sais qu'on va éventuellement, tout le contenu qui a été présenté aujourd'hui sera accessible via le PDF, mais vous aurez les coordonnées aussi de Pascal pour la relancer, soit dans vos questionnements, tout ça. C'est une personne très compétente qui va sûrement vous entretenir en long et en large là, sur la G2P. Je te remercie, Pascal. Merci à vous. Merci pour votre patience malgré nos problèmes techniques. Ouais, merci à tout le monde d'avoir participé. Puis on vous rappelle aussi de rester à l'affût parce qu'il y aura d'autres ateliers qui seront à faire. D'ailleurs, il y en aura un, on le rappelle, demain de 10h à midi, qui aura trait à l'usage des PGO en gestion des eaux pluviales et comment les choisir par Marcel Roy. Donc on vous invite aussi à le suivre. C'est bon. Fait que, merci à tous. Puis pour ceux qui continuent dans la suite, on se revoit demain matin. Sinon, restez à l'affût sur le site de réseau. On va annoncer les prochains duos qui auront lieu avant les fêtes. Là. Merci encore, Pascal, et merci à toutes et tous. Au revoir.